Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, chers amis, chers auditeurs. En cette belle journée du jeudi 18 avril, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Ludovic Malo. Ludovic Malo, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir de partager un interview avec vous. Très bien, aujourd'hui nous allons parler de la monnaie, et particulièrement de l'or, l'or physique évidemment. Et finalement de toutes les conséquences aujourd'hui que nous payons de cette politique de monnaie papier, cette politique de dollarisation, cette finance complètement folle, et que finalement on devrait peut-être revenir petit à petit à des fondamentaux historiques que nous avons délaissés totalement. Voilà, et ce pourquoi nous allons aussi également présenter le livre dont vous êtes l'auteur, ici que je fais montrer, Le suicide monétaire aux éditions Maya. Et d'ailleurs, vous êtes postfacé par Liliane L. de Kawam, qui commence à être reconnue, mine de rien, hein. Il y a pas mal d'articles qu'elle propose qui sont de très bonne qualité. Et également le professeur Marc-Henri aussi qui préface. Ça peut être aussi intéressant. Et donc, en sous-titre, la seule monnaie véritable et honnête est l'or physique véritable et honnête. Ça, on va y revenir là-dessus. S'émanciper de l'euro pour conjurer la tyrannie. Rien que ça. La tyrannie mondialiste, évidemment, chers amis, comme vous le savez. Donc, vous êtes écrivain, vous êtes également, alors, je précise de nationalité franco-suisse, donc vous êtes dans l'œil du cyclone, et vous êtes également de formation issue dans le commerce et le management à l'international, donc c'est la NEOMA, c'est ça, un Business School Reims of Middlesex University London. Donc voilà, vous connaissez votre sujet. Et donc aujourd'hui, on va parler de la situation financière et monétaire dramatique que nous vivons. Et justement, dans ce livre, vous avertissez ce vers quoi nous allons, hein, suicide monétaire. C'est le cas de le dire. Et évidemment, la première question, cher Ludovic Malo, c'est qu'est-ce qui vous a conduit à ce constat? Qu'est-ce qui vous a conduit déjà dans un premier temps à écrire ce livre? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis en 2000. Je terminais mes études à Londres et je suis parti en coopération pour une multinationale française dans le textile et la chaussure. Et j'avais la responsabilité d'une marque sur le marché américain. Et je suis resté 4 ans, entre 2000 et 2004. Entre 2000 et 2004, comme vous savez, il s'est passé des choses aux États-Unis. En 2001, il y a les attentats du 11 septembre à New York, au cœur de la finance. Et je suis quelqu'un de très curieux par nature. Et j'ai jamais cru un seul instant à la version officielle de ce qui s'était passé ce jour-là. Et du coup, j'ai commencé des recherches assez poussées dans la finance. Parce que de toute façon, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Quand j'avais 14-15 ans, je posais des questions à mon père qui travaillait à Genève dans le milieu financier. Et déjà à ce moment-là, je lui posais des questions sur le mode de fonctionnement de la monnaie et des banques centrales. Et il était un petit peu en difficulté pour m'expliquer comme grossièrement que les banques centrales créent de l'argent à partir de rien. Et ça me paraissait invraisemblable. Donc voilà, j'ai commencé donc mes recherches suite aux attentats du 11 septembre. Et puis, je me m'étais un petit peu juré de ne pas quitter les États-Unis sans savoir exactement ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Donc j'ai passé passablement de temps et courant 2002, mais assez rapidement, j'ai en fait compris ce qui s'était passé. Et voilà, donc j'étais très choqué, stupéfait parce que j'ai découvert, parce qu'il y a un fossé colossal entre ce qu'on nous a présenté et la vérité. Donc j'ai appris, en fait, j'ai réalisé que ce jour-là, il y a une loi importante qui devait annoncer des tours jumelles et du Pentagone. Donc une section du Pentagone, des bureaux du Pentagone, un personnel qui était en charge avec du personnel dans les tours, d'annoncer une loi fondamentale et hyper importante qui allait changer le système monétaire international et mettre fin à la Banque centrale américaine, donc la Fed. Et un nouveau système monétaire devait être mis en place ce jour-là
avec la mise en circulation d'un nouveau dollar américain, d'ailleurs des billets de couleur, adossés à l'or physique. Et il y avait des réserves d'or aussi qui étaient sous les tours dans le bâtiment 7. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que cette loi qui s'appelle le NESARA, National Economic Security and Reformation Act, a été passée dans des circonstances assez particulières au Congrès en session nocturne. C'est un projet qui a pris de nombreuses années à être mis en place. Et donc voilà, cette loi a été avortée par une mafia financière très puissante qui a ses tentacules dans toutes les agences de renseignement, dans la finance, et qui a fait en sorte que cette loi ne soit pas annoncée. Voilà ce que j'ai découvert. Alors attendez, Euh, c'est énorme ce que vous êtes en train de dire parce que je pense que très peu de monde, alors moi-même je viens de l'apprendre, en fait ce que vous êtes en train de dire, c'est que au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, était déjà en préparation une loi qui allait changer, on va dire, la donne financière avec le retour de l'or adossé sur le papier monnaie. C'est bien ça que en, vous êtes en train de dire. en fait, cette loi a été travaillée pendant de nombreuses années et elle devait être annoncée le 11 septembre 2001 des tours D'accord. jumelles et du Pentagone. C'est une loi qui a été travaillée avec un groupe, un groupe puissant avec des relais politiques et dans l'armée pour pouvoir changer le système monétaire actuel qui est frauduleux et qui est contre l'intérêt public et qui est entre les mains d'une mafia financière internationale extrêmement puissante. Ça confirme d'ailleurs les thèses de Jacques Cheminade sur cette question-là, pour le coup. Mais pour revenir justement aux attentats du 11 septembre 2001, parce que le grand public en général fait plutôt, en tout cas ceux qui essayent de comprendre les événements sur le plan technique, sur l'histoire, sur le contexte géopolitique, on a plutôt tendance à dire que les attentats ont permis effectivement l'intervention de l'armée américaine, pardon, au Moyen-Orient, avec tout ce qui s'en est suivi. Il n'y a que cette façade-là finalement qu'on voit. Et vous, ce que vous dites, en fait, vous ramenez aussi ça sur le plan financier, avec une loi en préparation qui a été avortée avec les événements. Ce qui est énorme. Moi, je pense pas qu'il y a peu de monde qui savent ça, en tout cas. Oui, alors effectivement, je vous confirme qu'il y a très peu de gens qui sont au courant de ça, sachant qu'il y a énormément de désinformation qui a été propagée sur Internet. Il y a des sites Internet qui ont été créés par cette mafia financière Oui. pour apporter de la confusion, mentir et dire que cette loi n'existe pas, sachant que on a affaire à des gens qui ont préparé ça de longue date et ils avaient bien préparé leur coup et ils ont pu aussi, par l'avortement de cette loi, mettre en place toute une législation liberticide pour pouvoir restreindre nos libertés, ensuite passer le Patriot Act qui a eu des Mmh, conséquences tout à fait. très importantes sur la liberté des personnes, la libre circulation des personnes, donc tout un ensemble de législations qui a pu leur permettre aussi, en plus de faire avorter cette loi, de préparer une législation de plus en plus liberticide et contraignante au niveau planétaire, parce que les conséquences du Patriot Act se sont répercutées dans tous les pays du monde au niveau de la circulation, de la mobilité dans les aéroports, dans les contrôles. Et donc, voilà, il y a toute une législation aussi qui s'est déroulée dans l'Union européenne et dans d'autres pays du monde suite à ces attentats. Donc, ça a eu des conséquences immenses. Donc, moi, je suis quelqu'un... je suis un chercheur de vérité, en fait. Et j'ai toujours été comme ça. Et j'ai voulu aussi aller au fond de l'histoire. J'ai pu avoir ces informations de différentes sources, à la fois dans le profane et aussi dans l'initiatique. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce point. Ceci dit, je voulais confirmer que cette loi existait bien et j'ai harcelé ma banque américaine, la Wells Fargo, en lui disant, mais
j'aimerais avoir des explications par rapport au NESARA, le National Economic Security and Reformation Act. Et en fait, ils évitaient la question. J'étais en e-banking et je les ai harcelés. Et ils ont fini par me dire qu'ils ne pouvaient pas parler du NESARA. Donc, effectivement, ils ne pouvaient pas en parler parce que la loi en question est sous gag order. Voilà, c'est une procédure juridique aux États-Unis qui empêche toute personne C'est pour publique. ça qu'on n'a pas de source. Comment on peut avoir des sources pour trouver cette loi, justement? Bah, en fait, moi, j'ai pu, sur différents sites internet, avec des fuites de différentes sources, de l'armée, de certains politiciens, et puis aussi dans l'initiatique. Donc, dans l'initiatique, il y a des gens qui sont connectés aussi à à des médiums, à des choses comme ça. Donc, par recoupement d'informations, moi, j'ai pu consolider et ensuite confirmer que ce que j'avais trouvé était véridique. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est tellement énorme que ça a des implications considérables sur Ça beaucoup de s'appelle choses. le NESARA. Là, je dis ça, j'indique ça à nos auditeurs pour que justement on puisse faire une recherche approfondie. Le Ouais. NESARA, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Alors, il y a beaucoup de désinformations sur le NESARA sur Internet. Il y a des sites qui ont été montés exprès pour désinformer les gens en disant que cette loi n'existe pas ou en modifiant l'acronyme pour induire en confusion et faire croire aux gens que cette loi Nous, n'existe pas, mais c'est nous, un é- nous étions, mensonge. nous étions sous l'administration Bush, hein. Bien entendu, de Oui, rappeler quand même le contexte. ouais. Et c'est vrai que cette question du NESARA, bien avant, dans les années 60-70, il y a eu des essais, il y a eu des tentatives de fait, notamment sous l'administration Kennedy, qui a tenté de faire quelque chose à ce niveau-là. Exact. En fait, c'est pas la première fois qu'il y a des tentatives de forces blanches, on va dire, parce que là, on est vraiment face à des forces très sombres, qui sont des forces criminelles, à une mafia sans foi ni loi. Et il y a des forces blanches, on va dire, de lumière qui sont aussi en présence. Donc nous sommes en guerre contre ces forces sombres qui cherchent à mettre en place un système de surveillance et de contrôle très avancé. Et donc il y a des forces dans le milieu militaire et dans le milieu politique qui cherchent à empêcher ça. Et voilà, donc on est en guerre contre cette cabale. Moi, je l'appelle cabale, une mafia financière internationale qui remonte à très loin. On peut parler des Khazars, la mafia Oui, Khazar là, et la confrérie de Baal, etc. Donc, ce sont des gens qui sont dans le satanisme et dans le vol, dans l'escroquerie, dans la tromperie, ce sont des experts en la matière. ça rejoint un petit peu finalement le constat que vous faites sur cette mafia internationale, un peu sur ce que beaucoup d'intellectuels de la dissidence ont fait comme constat, c'est-à-dire voilà des caractéristiques un peu habituelles, grande famille, richissime, faisant des investissements importants dans toutes les activités mafieuses, et là c'est conclusion par exemple de Valérie Bugeaud qu'on salue au passage, c'est la mainmise évidemment sur la création monétaire, puisque c'est ça finalement qui est la question. S'ils arrivent à une telle puissance, c'est qu'ils ont la mainmise sur la création monétaire. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour vous, Ludovic Malo? Est-ce que cette mafia a le total contrôle sur la création monétaire? Oui, alors c'est effectivement le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je dis souvent quelque chose qui est très important, qu'il faut réaliser, c'est que le pouvoir n'est pas politique. Le pouvoir, il est monétaire. Le vrai pouvoir, il est monétaire. Quiconque parle d'autres éléments se trompe. Le vrai premier pouvoir, il est monétaire. Si vous contrôlez la monnaie et l'émission monétaire, vous contrôlez tout le reste. Tout le reste. La politique, sur l'échiquier, vous placez vos pions, vous vous infiltrez tous les gouvernements. Vous croyez que Klaus Schwab il se vante d'infiltrer tous les cabinets de la planète? Pourquoi, à votre avis, il dit ça? Parce que justement, ils ont mis en place un système qui leur permet
de contrôler tous les échiquiers politiques sur toutes les juridictions du monde. Donc, dans tous les pays du monde, ils arrivent à contrôler. Ils contrôlent tout. Ils contrôlent la société, ils contrôlent le système éducatif, ils contrôlent le système politique. Là, on voit qu'ils sont en très grande difficulté malgré tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont de plus en plus de mal à dérouler leur agenda, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se réveiller. La crise du Covid a été aussi positive pour ce point-là, que ça a été obligé, ça a été un wake-up call, on va dire. Ça a été obligé un moyen qui a obligé les gens à se réveiller, à sortir de leur hibernation, du déni et de voir la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc ça, c'est le côté positif. Mais je dirais que donc, sur cet agenda qui est en train de se dérouler, il y a passablement d'éléments qui sont en train de se mettre en place. Je pourrais en parler un petit Oui. peu plus en On, détail tout à l'heure. on va y revenir tout à l'heure justement, mais par rapport à la loi, au Nezara, est-ce qu'on peut en dire quelques mots sur le contenu? Là, je rebondis sur la question d'un auditeur qui nous dit, mais concrètement, il y a quoi dans cette loi? Est-ce que vous avez des éléments en fait de contenu de cette loi qui aurait dû justement être voté au Sénat? Ouais, alors j'ai quelques éléments principaux, c'est que ça mettait fin à la Banque centrale américaine. On sait depuis longtemps que si la Fed était auditée, ça mettrait la fin de cette organisation criminelle. Ron Paul, le représentant au Congrès pendant des années, a tout fait pour essayer de faire auditer cette organisation, qui est une société anonyme, c'est une corporation, qui est entre les mains d'un pool bancaire. Ce sont quelques familles très puissantes, les Vanderbilt, Chief, JP Morgan, Rockefeller, Warburg, qui sont actionnaires de la Banque centrale américaine. Donc en fait, ils ont mis en place eux-mêmes la Banque centrale américaine. Et ils ont justifié en 1907, suite à la panique bancaire, ils ont créé une panique bancaire et ensuite ils ont imposé le Federal Reserve Act qu'ils avaient préparé en amont dans les plus grands détails. Donc, mais la stratégie, comme je le dis, c'est toujours la même. C'est problème, réaction, solution. C'est une stratégie triangulaire. Donc, ils cherchent à faire avancer leur agenda toujours en créant un problème. Ce sont des pompiers pyromanes. Ils créent un problème, ils s'attendent à une réaction, et puis ensuite, ils s'amènent avec la solution. Problème, réaction, solution. Le lanceur d'alerte britannique, David Icke, depuis 30 ans, dénonce ces stratégies, c'est toujours la même. Donc, vous allez voir, par exemple, que les Jeux Olympiques, il va se passer des choses pendant les Jeux Olympiques. On n'est même pas sûr que les Jeux Olympiques se déroulent comme prévu, c'est pour vous dire. Donc, il faut s'attendre à un faux drapeau, à quelque chose d'envergure lors des Jeux Olympiques. En tout cas, on l'espère pas pour des vies innocentes ou voilà, on espère qu'il se passera rien tout court. Bah, moi, j'aimerais même qu'il n'y ait pas lieu, hein, ces Jeux Olympiques tout court, hein, que ça soit annulé. Parce que vu la catastrophe d'organisation et les capacités d'organisation françaises à l'heure actuelle, euh, on est plutôt dans l'ordre du catastrophique, hein. Il suffit de voir les travaux qui sont faits dans le Grand Paris. Enfin bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc moi j'invite nos auditeurs évidemment à aller approfondir sur le Nezara. Faites vos propres recherches pour Alors, voir si éventuellement vous oui, avez. Oui, Wilson, je vais juste revenir par rapport à la question qui était posée pour donner un petit peu plus tout à fait. Le d'informations contenu, sur bien ce sûr. point. Donc, en fait, ça mettait fin à la Banque centrale américaine, Oui. qui est une organisation criminelle qui est entre les mains d'une poignée de familles financières, comme je le disais, qui agit contre l'intérêt public et qui leur permet de créer de la monnaie à partir de rien sans fournir une contrepartie productive et de développer la dette. Ils ont pu par la suite aussi créer l'IRS. Donc cette loi mettait fin à l'IRS, fin à la Fed, et un nouveau dollar américain devait être mis en circulation, adossé à leur physique et potentiellement l'argent métal, donc un système bimétallique. Ensuite, voilà, passablement de législation allait être mise en place et mettre fin aussi à la Virginia Company,
qui a été montée, mise en place dans l'État à Washington, parce que la Maison Blanche est sur une zone qui appartient à la Virginia Company, qui a été montée par la royauté britannique, et c'est comme ça qu'ils ont pu en fait créer une entité juridique qui leur permet de contrôler l'État américain. Donc en fait, l'État américain appartient à la monarchie britannique. Vous êtes d'accord donc vous rejoignez un petit peu les mêmes conclusions que Jacques Cheminade ou Valérie Bugeaud sur le fait que les racines sont britanniques. Les Exact. racines de la finance, les racines de la domination mondiale et les racines, on va dire, de ce que tout le monde appelle la mafia internationale ou la caste oligarchique. Il y a tellement de noms et de caractéristiques qu'on lui donne à ce groupe-là. Mais en tout cas, vous confirmez les racines historiques britanniques. Exact. Ça vient principalement de la City. Bon, les Anglais à la base, c'est des pirates en réalité. Donc, ce sont des gens qui se sont, oui, qui se sont développés. En fait, c'est parce que moi, je peux parler du profane, mais je peux parler aussi d'initiatique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais je fais le lien entre les deux parce que sinon, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui parce que ça dépasse en fait la réalité dans lequel on vit. Il y a le visible, le profane, et l'invisible, l'initiatique. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Vous voyez, un rayon ultraviolet, ça existe, mais vous le voyez pas. Ben là, c'est la même chose. Il faut être capable, en fait, de passer de l'un à l'autre et de faire les connexions. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des forces très sombres, ténébreuses, qui sont sur la scène à cette période de l'humanité dans laquelle on vit aujourd'hui, qui, sont là pour essayer de mettre en place un plan qu'ils ont planifié de très longue date. Et je parle de plusieurs milliers d'années en réalité, mais bon, il y a eu de nombreux cycles. Et donc là, on arrive à nouveau à un scénario où il y a un affrontement entre des forces de lumière et ces forces très sombres. Et donc, ça a été anticipé dans toutes les religions. Donc, on est à une période un peu qu'on appelle l'apocalypse. Pas l'apocalypse, c'est surtout la révélation de nombreuses vérités. Et donc, aussi sur le fait que cette réalité est beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y a déjà beaucoup de révélations qui ont été faites. Il y a beaucoup de gens qui ont compris ce qui se passe un petit peu avec. Je crois que de plus en plus de gens comprennent qu'il y a un agenda. Il y a un agenda de contrôle, de manipulation. Il est Il très y clair. a, voilà, il y a un agenda transhumaniste. Il y a un programme de dépopulation. Depuis plus d'un siècle, il y a un programme de dépopulation très subtil à travers de nombreuses strates. Il a commencé avec la chimie, puisque la chimie vient des financiers. Ce sont les Rockefeller avant tout qui ont lancé la chimie. Ils ont mis en place une nouvelle médecine, soi-disant moderne. Ils ont découvert en fait qu'avec la houille de pétrole, ils pouvaient breveter des substances et avoir des résultats plus rapides, mais avec évidemment beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de maladies, etc. C'est ce qui Donc, s'est fait avec la création de Monsanto. Si vous bon, parlez de tout ça, par exemple, ouais. Monsanto. Donc, dans les années 20, c'est Rockefeller, donc des financiers qui n'avaient rien à voir avec la médecine, qui ont découvert qu'ils pouvaient breveter des substances et faire des médicaments synthétiques avec toutes les conséquences là impliquées. Donc, les gens commencé à être exposés à la chimie dans l'alimentation, aussi dans l'agriculture, avec les pesticides, avec les engrais. Des représentants de l'industrie chimique ont débarqué à la fin de la guerre dans les fermes agricoles en France pour vendre leurs produits chimiques et puis leurs engrais azotés. Et puis c'est comme ça que ça s'est développé. Après, donc ça c'est un point, il y a toute la chimie, il y a toute l'industrie pharma. Et en fait, ces gens-là, ils ont mis en place la chimie et en fait, ils sont en amont et en aval. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont au niveau de la production agricole, dans les traitements des productions agricoles, et ensuite ce sont eux aussi qui sont en aval quand les gens sont malades en fait. Donc qui capitalisent en haut et en bas, au grattage et au tirage. Vous Font voyez des ce que deux. je veux dire?
Alors, permettez-moi justement de revenir maintenant dans la thématique, maintenant que nous avons fait le constat de cette oligarchie bancaire et financiarisée qui, justement, chapeaute la création monétaire. Il y a une phrase qui veut tout dire, hein, que vous mentionnez justement dans votre livre, que nous connaissons plus ou moins tous, mais c'est bon de la relire en ces temps d'usurpation, hein. C'est une phrase d'Henry Ford, hein, le célèbre industriel Henry Ford américain, qui cite dans un de ses ouvrages, il est bon que le peuple ne comprenne pas notre système bancaire et monétaire, car si c'était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. C'est fort de elle résume tout finalement cette citation, parce que il est bien là le problème, c'est que finalement le grand public, avec la question de la finance, et je suis le premier à être dedans, hein, pour comprendre la finance, c'est un véritable casse-tête. Et il faut donc rendre lisible les tentatives et l'organisation, je dirais, de cette finance complètement débridée aujourd'hui, qui n'est plus de l'économie d'ailleurs, et qui se base sur de l'usurpation et du vol. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas les outils pédagogiques, nous, grand public, pour comprendre justement toute cette thématique-là. Et donc, je pense que c'est tout l'intérêt de votre livre, tout comme d'autres qui l'ont fait avant vous, d'essayer de rendre lisible pourquoi ce système monétaire est un danger pour nous et pourquoi il faut aller vers d'autres alternatives plus saines. Voilà. Et maintenant, on va rentrer justement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, Ludovic. Peut-être faire un petit peu d'histoire, parce que dans les premières pages de votre livre, justement, vous mentionnez l'histoire, et ça c'est important, puisque avant l'émergence de cette monnaie moderne, nous étions sur les anciennes civilisations sur du troc, qui après est venu s'adosser sur des matières premières importantes métalliques, donc que sont l'or et l'argent, et on s'en est servi comme monnaie d'échange. Est-ce que peut-être un mot pour nous dire justement ce contexte historique, pourquoi on en est arrivé à ce papier monnaie, alors qu'avant c'était de la monnaie physique qui circulait et elle était adossée justement sur des valeurs sûres, hein, donc comme l'or et l'argent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'histoire? Oui, alors justement, par rapport à mon livre, donc Le suicide monétaire, j'ai fait un exercice de simplification et j'ai mis l'essentiel en fait dans ce livre, hein. J'ai mis l'essentiel en 122 pages et c'est un livre qui est destiné à tout le monde, tout le monde. Un ouvrier, une infirmière, un cadre, un PDG, n'importe qui peut lire ça. Je l'ai fait exprès. J'ai sorti l'essentiel en expliquant de manière simple, claire et limpide le système monétaire et les principes économiques. Ce livre, il est particulièrement fait aussi pour les gens qui n'y connaissent rien en économie. Ils vont comprendre tout de suite. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est on est tout le temps dans un système, une matrice dont la stratégie des manipulateurs est toujours de complexifier des choses qui sont simples. C'est Tout à toujours fait. la même stratégie. Au niveau législatif, ils passent des textes de loi qui sont énormes, épais comme ça, volontairement pour empêcher les gens de, de prendre le temps de lire. Et donc, en fait, on est toujours dans une logique de complexification et de cloisonnement. Le cloisonnement, il est spécifique Oui. dans le domaine du Ouais. renseignement et de l'armée. On cloisonne l'information pour que les gens ne puissent pas connecter les points. Et moi, ce que j'ai fait dans mon livre, hein, c'est justement connecter tous les points pour que ça soit clair, que les gens comprennent bien les enjeux, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les solutions. Alors, au niveau de la monnaie, donc oui, j'explique dans mon livre, hein, je ne vais pas déflorer complètement mon livre, mais j'ai expliqué L'idée essentielle. l'idée essentielle, c'est que depuis des milliers d'années, la vraie monnaie, ça a toujours été les métaux précieux. Okay. À des temps encore beaucoup plus reculés, c'était le sel, d'accord. Le sel, parce qu'il était demandé et puis c'était pas si facile d'en obtenir. Donc, naturellement, les gens ont utilisé le sel comme un moyen d'échanger des biens. Voilà. Après, il y a eu les métaux précieux très rapidement. Il y a eu l'argent, il y a eu le cuivre, il y a eu l'or. Voilà. Donc, c'est les métaux. Donc, la vraie réserve de valeur
qui conserve donc sa valeur dans le temps et qui est accepté de manière universelle, eh ben, on ne le déclare pas comme ça du jour au lendemain. C'est parce que c'est comme ça, parce que c'est liquide, parce que les gens, voilà, si vous voulez vendre quelque chose dans l'urgence, euh, euh, je ne sais pas, n'importe quoi. Vous êtes dans une période de crise, vous voulez vendre quelque chose dans l'urgence. Eh ben, si vous allez accepter quelque chose, ce serait quoi? Ben, ce serait une pièce d'argent, une pièce d'or, c'est sûr. Vous n'allez pas accepter autre chose parce que c'est liquide, parce que tout le monde sait que ça a de la valeur. Une pièce d'argent, une pièce Dans d'or. l'inconscient collectif, oui. Dans Bah ouais, l'inconscient collectif, bah oui, parce que l'or reste la valeur sûre, évidemment. ouais, mais c'est plus que l'inconscient, c'est que c'est liquide. Tout le monde va accepter une pièce d'or dans une situation dramatique ou une situation de crise, parce que c'est de l'or. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, L'or, tout à donc, fait. il est utilisé dans l'industrie, il est utilisé en joaillerie, il y a de nombreuses applications. Et donc, voilà, il y a l'or, et puis Mais il est après, il y a rare. l'argent. Et il est Et rare. il est Voilà. rare. Il Bah, est c'est rare. justement parce qu'il est rare que c'est une réserve de Exactement. valeur. Puis après, il y a par rapport à l'or physique, il y a aussi une dimension ésotérique. Euh, il y a aussi une raison ésotérique par rapport au fait que ça soit il était utilisé au temps des pharaons, lors de rituels, etc. Donc l'or, il a des propriétés énergétiques et ésotériques particulières. Donc ça, il faut le garder aussi à l'esprit. C'est pour ça qu'il a été choisi comme une réserve de valeur. Puis après, il y a l'argent métal. Donc l'argent métal, il est beaucoup utilisé aujourd'hui. Il y a encore une quinzaine d'années, 30% de la production d'argent métal est utilisée dans l'industrie et aujourd'hui, on dépasse les 64%. Donc c'est énorme. Pourquoi? Parce que dans les batteries des voitures électriques, dans les panneaux photovoltaïques, toutes les industries du monde, dans tous les domaines d'activité, utilisent de l'argent métal. Et aussi particulièrement dans l'industrie de l'armement. Par exemple, un missile Tomahawk a environ 500 onces 500 onces d'argent pardon, dans la tête. D'accord. Donc c'est juste pour vous dire que d'ailleurs c'est aussi une question qui est peu abordée aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'argent métal dans l'industrie de la défense. On n'a aucune information à ce sujet. On sait que cette consommation n'est pas reportée dans les statistiques officielles. Donc il y a un énorme enjeu ces prochains mois, ces prochaines années sur le coût réel, la valeur réelle de l'argent métal. Il a augmenté de Qui est 30. une bonne alternative. Qui est une bonne alternative pour nous, Oui, citoyens. exactement. Alors, il faut bien comprendre que les pièces d'argent étaient utilisées de manière très usuelle avec nos ancêtres, arrière-grands-parents, etc. Donc, les gens étaient habitués à utiliser l'argent, des pièces d'argent, dans la vie quotidienne. L'or, c'était pour des plus grosses transactions ou des gens qui avaient plus de fortune, d'accord? Mais la monnaie de tout le monde, c'était l'argent métal. Et puis, il y a aussi le cuivre. Je parle du cuivre dans mon livre parce que je pense qu'on va retourner sur un système trimétallique, or, argent, cuivre. On y associe le cuivre également, qui est pour le coup Oui, mais ça reste présent. le cuivre, ça reste un métal semi-précieux. Donc, l'avantage d'avoir un système monétaire adossé à l'or, l'argent et le cuivre, c'est que ça répond à tous les besoins et les revenus, en fait. Et ça permet aussi, surtout, de protéger son épargne et protéger son capital. Voilà. Tout à Le fait. cuivre, c'est un métal qui est semi-précieux, donc il est quand même en quantité beaucoup plus importante que l'argent, mais ceci dit, ça a quand même de la valeur. Vous Bien sûr, bien voyez, sûr, bien sûr. enfin, il y a souvent des vols de cuivre. Oui, oui. En Suisse historiquement, on construit des maisons avec des gouttières en cuivre parce En cuivre. qu'elles ont beaucoup de D'accord. résistance. Mais bon, il y a toujours eu des vols aussi de cuivre hein, parce que on vole le cuivre là sur des maisons, sur C'est courant en des- France, hein. des- En Ouais, France, oui, c'est très et puis courant. on peut le revendre. Ouais, on peut revendre Tout ça ce qui est parce que sur ça les a de la lignes valeur. SNCF, sur les Mm. lignes SNCF, on vole du cuivre.
Mm. Alors même les bouches d'égout, hein, les anciennes bouches d'égout, il y avait du cuivre qui était Ouais, présent dedans. c'est On les ça. vole aussi. Non, mais c'est incroyable. Ouais, mais ça c'est courant, hein, malheureusement c'est courant. Mm. Alors justement, parce qu'on est toujours sur le métal et toujours dans l'aspect historique, à quand identifiez-vous justement cette mainmise sur en tout cas pour écarter cet argent métallique au profit d'une monnaie papier mondialisée? Est-ce que vous identifiez ça historiquement? Parce que c'est là finalement le grand basculement. Oui, alors, bon, ça remonte, à plus d'un siècle en réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à différentes civilisations, à différentes périodes, heu, les seigneurs ou les gens qui avaient le pouvoir, ont toujours cherché à manipuler l'argent, la monnaie en fait, d'accord? Donc, même à des temps plus reculés, ils s'arrangeaient, pour, réduire la pureté des pièces d'or, par exemple, ou, ils faisaient des alliages, donc il y avait des fraudes, il y avait des manipulations. Mhm. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, en tant que tel, hein. C'est pas seulement, cette civilisation moderne qui est, qui est victime de ces méfaits, mais ça s'est déjà reproduit dans le passé, à d'autres époques, dans d'autres civilisations, c'était un classique. Donc, dans la société moderne, ça a commencé vraiment sérieusement au début du 20e avec la création de la Fed. Et donc, c'est simple, c'est clair, c'est que, en fait, les banquiers donc, qui sont dans la finance, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a affaire à une mafia financière très puissante, qui est très entraînée, qui a beaucoup de moyens, qui a des moyens militaires, qui a des moyens politiques. Et ces moyens-là sont redoutables, hein. On peut avoir en tête qu'en fait, cette mafia internationale est en charge de la vraie gouvernance sur cette planète, en réalité. Donc, c'est une double gouvernance. Une double gouvernance et ils ont la main sur toutes les juridictions du monde, sur tous les pays du monde à travers principalement leur pouvoir essentiel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pouvoir monétaire. Si Et vous contrôlez la monnaie, vous contrôlez tout. Ludovic Malo, justement, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives à l'heure actuelle, justement, à cette mafia, puisqu'on entend parler de plus en plus d'organisations alternatives, les BRICS, par exemple, ou d'autres organisations qui essayent d'émerger pour opérer une dédollarisation de leur économie et justement essayer de sortir de ce carcan mafieux. Est-ce qu'on a Alors, des exemples aujourd'hui? Est-ce que c'est réel pour le coup, ou bien ils sont tous finalement dans la même combine, entre guillemets? alors moi, je dirais que c'est un peu un écran de fumée. Ils sont tous plus ou moins dans la même combine, même s'il y a certains pays qui sont moins infiltrés que d'autres. Malgré tout, ils contrôlent toutes les banques centrales du monde. Euh, Si ils ont par exemple la réussi. Corée du Nord, je prends le cas de la Corée du Nord, est-ce que la Corée du Nord, on pourrait les classer justement dans ces pays-là? Est-ce que ils sont soumis à leur propre banque centrale? Est-ce qu'ils n'ont pas, vous voyez, leur système même d'échange? Ou bien certains pays qui essaient de justement s'immerger avec les BRICS en espérant s'éloigner de cette monnaie mondialiste qu'est le dollar et surtout lié avec le pétrole. Est-ce qu'on n'a pas des exemples? Alors, déjà, ce que j'aimerais préciser, c'est que, comme je disais, il y a une mafia, très puissante, qui contrôle l'ensemble, de la planète et donc ils ont mis un double système de gouvernance et ils ont des moyens extrêmement, développés et puissants et je parlais de moyens techniques, de moyens militaires et de moyens scientifiques aussi. Ils ont beaucoup de scientifiques qui travaillent pour eux dans des laboratoires secrets, dans des bases secrètes, à différents endroits sur la planète. Ce qu'il faut savoir, Vous c'est parlez par exemple des bases qui ont été découvertes par les Russes sur le front ukrainien. Vous savez, les fameux laboratoires produisant enfin, en tout cas, s'essayer à la conception d'armes biologiques. oui, il y a ces, laboratoires effectivement en Ukraine, mais il y en a d'autres, aux États-Unis et aussi, dans différentes zones, du pôle de l'hémisphère nord, dans des bases hyper secrètes. Je parle aussi de la zone 21, dans le Nevada.
Donc, il y a des bases, il y a de nombreuses bases sur la planète qui sont utilisées, qui ont été construites, mais il y a déjà depuis plus d'un siècle. Hein. Et ils opèrent des recherches très secrètes et des recherches à tous les niveaux de recherche de techniques, de toutes sortes de choses et des choses vraiment très sombres. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a cette élite, hein, enfin, cette petite élite, cette petite caste, cette petite cabale qui contrôle le système, mais il y a des sous-couches. Il y a plein de sous-couches et il y a tout un réseau d'organisations. Et dans ce clan, dans ces clans sombres, en fait, il y a certains clans qui se font la guerre entre eux pour le pouvoir. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a dans certains pays, certains clans qu'il y a des luttes de pouvoir, etc. Donc, il n'y a pas une harmonie dans ces forces sombres. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a une hiérarchie qui est quand même très précise, mais dans les sous-couches, il y a des conflits entre eux parce qu'ils veulent s'accaparer le pouvoir, etc. Donc, par rapport aux briques, moi, ce que je dirais, c'est que oui, il y a il y a des tensions dans certains pays. Il y a malgré tout des forces qui cherchent à émanciper les populations du dollar. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi ces pays qui sont en train de s'émanciper. Mais je pense qu'il ne faut pas être complètement naïf dans le sens où ces pays-là, malgré tout, mettent en place des législations liberticides comme partout sur la planète, avec du crédit social, avec des CBDC, donc des Central Bank Digital Currencies. On sait que sont les outils ultimes pour contrôler les gens et contrôler des esclaves, en fait. Euh, je vous le dis clairement, hein, si on a une CBDC en Europe, et que les gens s'y soumettent, ce seront des esclaves. Hein. Alors justement, Faut vraiment Ludovic Malo, comprendre. Hein. justement, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs, pardon, ce qu'est le CBDC? Alors, Central Bank Digital Currency, CBDC, l'acronyme en anglais, Central Bank Digital Currency. Donc, en fait, c'est une monnaie numérique. Hein. Une monnaie numérique, alors il y a des gens qui pourraient dire, bon, grossièrement, on est déjà en monnaie numérique puisqu'on paye avec notre carte, etc. La grosse différence, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand tu utilises une carte, enfin, un virement, etc., ce sont les banques commerciales qui gèrent le trafic des paiements, etc. Il y a de nombreuses banques. Ben, en France, il y a la Société Générale, il y a la BNP, il y a le Crédit Mutuel, il y a plein de banques différentes. Donc ça, c'est des banques commerciales qui gèrent les trafics de paiement. Et le problème pour eux, pour cette cabale financière, c'est qu'ils n'arrivent pas à tracer en temps réel les transactions parce que c'est trop atomisé du fait de l'organisation et que c'est géré par les banques commerciales. Donc l'idée d'une monnaie numérique contrôlante, donc une monnaie de banque centrale, c'est de pouvoir obliger les gens à ouvrir un compte directement à la banque centrale. En l'occurrence, ce serait la banque centrale européenne, la BCE. Et donc moi, d'après ce que je comprends, tout le monde a déjà un compte ouvert à la BCE en coulisses. C'est déjà fait. Hein. Donc, ils ont déjà planifié. Apparemment, ils ont déjà les systèmes informatiques pour tout est en place. Hein. Ils attendent que d'appuyer sur le bouton rouge le moment venu. Mais avant d'appuyer sur le bouton rouge, ils vont créer une situation de sidération pour pouvoir le justifier. C'est pour ça que je vous dis qu'il va se passer des choses perturbantes, parce qu'ils vont avancer avec leur agenda et ils vont essayer de justifier cette monnaie numérique. Donc, ils vont faire effondrer le système qu'ils ont créé eux-mêmes, ce système de dette, pour pouvoir ensuite justifier ce qu'ils appellent leur Great Reset. Leur Great Reset, donc de ruiner grossièrement, de ruiner tout le monde, de s'approprier tous les actifs et ensuite d'imposer une monnaie contrôlante. Alors, la monnaie contrôlante,
un compte directement à la banque centrale. Donc en fait, ils décident ils peuvent couper vos avoirs à tout moment. Si vous êtes un résistant, si vous êtes un opposant, bah, ils peuvent vous couper vos avoirs. Donc vous pouvez plus acheter ni vendre s'il y a plus de cash. Parce que là, ils cherchent à supprimer le cash, vous avez bien compris. Mais Ils Ludovic Malo, si je peux me permettre, excusez-moi, comment techniquement ça peut être possible d'avoir, nous citoyens, un compte directement lié à la Banque centrale? Ah bah c'est tout simple. Vous avez un IBAN, un numéro de série qui est lié à la banque centrale et puis il y a plus de banque commerciale. Donc ce sont eux qui gèrent. En fait, c'est comme s'il y avait une seule banque. Mais cette banque, elle contrôle tout. Donc elle contrôlera l'ensemble de la population européenne et donc c'est de gigantesques ordinateurs qui vont contrôler. Donc votre compte sera directement, tout sera en ligne. Il y aura plus de banques. Leur objectif, c'est de faire sauter toutes les banques commerciales. Il n'y aura plus de banques commerciales. Ils veulent qu'il y ait une seule entité bancaire, une seule banque qui contrôle tout et qui permet en fait c'est une monnaie programmable. Programmable, ça veut dire que en fait, ils pourront décider ce que vous pouvez acheter, ce que vous pouvez pas acheter, où vous pouvez l'acheter, dans quelles conditions. Ils pourront supprimer vos avoirs à tout moment s'ils le souhaitent. Enfin, c'est un environnement bancaire totalement dystopique. Parce que Et j'imagine quand même il y a une étape avant à franchir, c'est de convaincre quand même les citoyens français. Là, je parle du cas de la France, par exemple, ou de la Suisse, hein. Les cas des citoyens de ces nations-là, comment les convaincre qu'ils devront maintenant mettre leurs avoirs, leurs épargnes au sein d'une banque centrale? Est-ce qu'ils seront au courant? Est-ce que comment le processus? Il y a un processus politique qui doit intervenir avant. Peut-être une corruption des élus, non? Parce que là, ça non, va être. On essaie d'avoir alors, le schéma, quoi. alors là, on rentre dans le sous-jacent du Great Reset que j'ai appris il y a quelques mois. Le sous-jacent du Great Reset, en fait, c'est quelque chose de machiavélique qui consiste à la clé de cette structure juridique, c'est la confiscation de tous les actifs dans toutes les juridictions du monde. Donc en fait, ils ont dématérialisé tous les titres, donc tous les droits de propriété, toutes les créances. Ils ont dématérialisé ça. C'est un projet qui a pris 40 ans. Et on sait que c'est la CIA qui a travaillé sur ce projet-là. Et ils ont créé un artifice juridique qui s'appelle un droit de garantie. Un droit de garantie. Et ce droit de garantie est un artifice juridique qui leur permet quand il y a des intermédiaires qui sont insolvables, d'automatiquement saisir les actifs de l'investisseur ou des dépôts. Voilà, donc ça a été validé dans la Convention de la Haye en 2006. C'est un initié de la finance, David Rogers Webb, qui a écrit un livre qui est disponible gratuitement en PDF. Il est en français, allemand et anglais. Il s'appelle The Great Taking. En français, ça a été traduit la grande prise, mais moi je pourrais plutôt traduire ça par la grande confiscation. Grande confiscation. Donc en fait, David est un initié de la finance. Il a travaillé aux États-Unis pendant de nombreuses années. Il a travaillé pour des fonds spéculatifs. Donc, il gérait plus d'1 demi-milliard de fonds spéculatifs. Et c'est quelqu'un de très brillant, très intelligent. Et il a découvert, en fait, le sous-jacent du Great Reset. Moi, j'ai appris ça, je vous dis, il y a quelques mois. Et je me suis plongé dedans pour comprendre, en fait, parce qu'en fait, c'était la pièce du puzzle qui me manquait. Parce qu'ils se vantent de faire un Great Reset, mais les gens ne comprennent pas. Un Great Reset, ça veut dire quoi? Bon, ok, le système monétaire va s'effondrer. Mais c'est plus que ça, en fait. Le système monétaire, ils vont le faire effondrer parce que ces crises répétées qu'ils ont créées à différentes périodes de l'histoire, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, choc pétrolier, crise de 2008, des subprimes. À chaque fois, ce sont des crises qu'ils ont utilisées pour passer une législation qui, à terme, maintenant, allait leur servir à consolider un plan machiavélique, redoutable, la plus grande escroquerie qui a supporté l'humanité, et ceci dans toutes les juridictions du monde, c'est donc la dématérialisation des titres
et la création d'un droit de garantie qui est expliqué en détail dans cet ouvrage de David Rogers Webb et que je pourrais partager avec vous et qui explique en fait que tous les pays du monde ont signé cette convention qui est liée à la loi sur la convention de la Haye sur euh, l'incertitude des transactions transfrontalières sur les titres. Voilà. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? On ne sait pas s'ils vont réussir à faire ce hold-up sur l'intégralité des actifs, parce qu'ils vont pouvoir saisir. Alors, les gens qui vont être en très grande difficulté, c'est surtout ceux qui seront endettés. Ceux qui n'ont pas de dette, qui ne sont pas liés au système bancaire, ils seront plus épargnés que les autres. Mais ceux qui ont des fonds, qui ont de l'argent investi sur tout ça, il faut qu'ils s'attendent à tout perdre, parce qu'ils vont faire effondrer le système. Ils peuvent, comme ils contrôlent l'intégralité du système bancaire, ils ont créé aussi toute une machine de produits spéculatifs qui les permet de se cacher. C'est-à-dire qu'ils se cachent à travers tout un ensemble de produits financiers très sophistiqués qui empêchent de remonter aux créanciers garantis. Eux, Oui, ils se parce que présentent. Eux, ils se toujours dans présentent. l'anonymat, ces gens-là, toujours dans Ouais, l'anonymat, c'est bien ça le problème. Tout à ils fait, se ouais. présentent comme des créanciers garantis. C'est pour ça qu'ils ont créé un artifice juridique de droit de garantie. Et ils ont dû lever de nombreux obstacles parce que chaque pays avait des législations spécifiques. Avant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les titres représentaient un droit de propriété, un droit personnel. D'accord? Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les titres sont considérés comme si c'était de l'argent, comme c'était le cas aux États-Unis aussi. Donc, ils D'accord. ont dû changer des législations dans certains pays européens, notamment la Finlande, la Suède et d'autres pays, C'est le pour cas de la pouvoir. France? C'est le cas Oui, de la France? oui, 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 ils ont. Alors, chers auditeurs, si vous êtes propriétaire, désolé, ce ne sont plus des titres, ça représente que de l'argent. Bon, après, Ouais, ça, voilà, chacun de s'arrangera de son l'argent, côté, voir comment il va vivre avec ça. Mais bon, et de alors, l'argent confiscable, de l'argent confiscable. c'est ça. Donc, Oui, juste pour un conseil, donc pour ceux qui ont de l'argent investi en bourse et en titres divers et variés, il faut aujourd'hui les gens qui ont un livret A, des assurances vieillesse, tout ça, je le dis clairement, il faut tout sortir, d'accord. prendre en physique, soit des métaux physiques, des métaux précieuses, or ou argent métal, acheter de l'immobilier pas cher à la campagne, il faut tout transformer en physique. Vaut mieux acheter de l'immobilier même surévalué aujourd'hui que prendre le risque de tout perdre. Oui. Parce La, qu'aujourd'hui, ils vont confisquer en fait tous les livrets A, et tout le système va s'effondrer. C'est ce qui la est. fameuse mode de LOA, hein, louer tout, en fait, tout se loue. Ouais, Voilà, comme ça, rien ne nous appartient. Ça ouais. saute aux yeux, hein, mais ça devrait même sauter aux yeux de tout le monde. Bah, Alors, Ludovic Malo, Schwab disait justement en 2030, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. et Donc ça vous veut tout serez dire. très heureux, et on voit à quel point on est heureux aujourd'hui. Alors, Ludovic Malo, nous arrivons à la deuxième partie de l'émission et la dernière partie de cette émission. On va faire intervenir un chroniqueur, notre ami Ilyes, qui va arriver, parce que il est important en fait de maintenant parler des alternatives. On a fait le constat, on va parler des alternatives, notamment de l'or, qui est très important puisque c'est quand même la thèse centrale de votre livre, cher Ludovic Malo. On va parler de l'or, comment mettre ça en place, comment l'acheter, comment le faire, comment le mettre, enfin, comment dire, concrètement en place dans les États-nations qui voudront bien encore survivre à ce carnage, et également d'autres alternatives. Peut-être que notre ami Ilias va nous parler aussi sur la question de la monnaie numérique et notamment des crypto-monnaies. Alors, Ilias, je t'en prie, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je vous entends bien. Tu voulais Vous intervenir m'entendez? aussi justement sur ce qui a été dit peut-être sur la monnaie numérique ou sur d'autres questions, des questions à poser à notre invité. Oui, alors déjà, comment s'appelle la loi déjà dont vous parliez au début? La Le loi Nezara. NESARA? NESARA, National Economic Security and Reformation Act. NESARA. Euh, Act. Et donc, du coup, ouais, il y a des sources qui existent, hein, de Il y a des ce. sources et Ouais. il y a aussi beaucoup de désinformation. Donc, c'est très compliqué Mais quelles sont de... les sources? Enfin, des informations à la limite, enfin, peu importe, mais c'est des sources officielles. Je veux dire, s'il y a
Non, c'est pas Ah bon? nécessairement des... Non. Bah non, parce que la loi, elle est sous gag order. Donc, c'est des sources officieuses. Mais je veux dire, c'est une loi, une proposition de loi, donc il y a forcément des traces de cette loi dans Ah, si des elle est sous documents gag officiels. order. Vous arriverez quasiment pas à avoir d'informations si elle est sous gag order. Ludovic Malo, pouvez vous nous OK. préciser ce qu'est le gag Ouais, order? Enfin, quelles sont Le gag order, vous pouvez regarder, faire dans Google, gag order pour une loi aux États-Unis. C'est une procédure qui empêche toute divulgation publique. Ah, on a la même chose par rapport au pan. Moi, ça, c'est encore un autre sujet. C'est effectivement, elle est sous gag order. Ouais. D'accord, là, je comprends mieux. OK. Ça répond à ta Parce question, que yes? moi, parce que moi, j'ai des traces de cette loi, qui est en fait une loi qui a été proposée dans les années 90 par en fait un citoyen qui s'appelle Harvey Francis Barnard, et qui en fait voulait remplacer euh, l'impôt sur le revenu en fait, ou enfin de ce que je comprends, l'impôt sur le revenu euh, par une taxe nationale en fait sur les ventes, donc plutôt sur la TVA, de ce que je comprends, et de retourner au bimétallisme par rapport au dollar. Mais c'est une loi qui a été proposée par un citoyen, quoi. Et je vois pas du tout. Enfin, C'est de la désinformation. ok. Donc, Mais mais vous enfin, trouverez quasiment pas d'informations. Moi, ça fait, enfin, j'ai commencé à travailler dessus il y a 20 ans. Il y a des mhm. sites où j'ai pu avoir des sources, que ces sites n'existent plus, donc j'ai dû reconsolider moi-même le Pulse. Mais l'essentiel, c'est que ce que j'ai vérifié moi-même, c'est que cette loi était effectivement véridique, puisque ma banque, la Wells Fargo, ma banque américaine, m'a avoué qu'il pouvait pas en parler. Donc effectivement, j'ai eu la confirmation de ce que je voulais. Donc à partir du moment où j'ai eu cette confirmation, Donc, ensuite j'ai publié. vous avez la confirmation parce qu'il y a une banque qui vous a dit qu'elle pouvait pas parler de cette loi. Mais Ouais, ça en fait, me indirectement, elle m'a paraît. confirmé, indirectement, elle m'a confirmé l'existence de la loi. Ils m'ont Ok. dit qu'ils ne pouvaient pas parler du Nézara. Ils me l'ont dit noir sur blanc. Donc, ils m'ont répondu. Mais Moi, bon, je peux. après, moi, je ne cherche pas à donner les preuves en détail, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Je Parce vous que moi, je dis, suis je vous plutôt à dis la juste, recherche des faits. Moi, c'est les ouais, faits qui ouais, mais m'intéressent. C'est ça, quand même moi, important je parce vous que dans dis notre juste, recherche de vérité, il faut qu'on s'appuie sur des faits. mais Parce que sinon, justement, c'est là où on donne le bâton pour se faire battre sur la désinformation. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont suffisamment sourcées et factuelles, avec un travail quand même que nous aussi on a fait depuis des années pour permettre en fait de dénoncer des choses sur une base en fait de témoignages ouais. et de documents en fait officiels qui existent. Donc c'est pour ça que moi, Mais là, vous aurez énormément de difficultés à prouver quoi que ce soit parce Mhm. que c'est quelque chose tellement d'énorme, hein. Moi, je vous dis juste ce que j'ai découvert. Je cherche pas à convaincre qui que ce soit. En fait, je m'en fous. Moi, je suis juste là pour dire ce que j'ai réalisé et ce que j'ai compris, ce qui s'était passé ce jour-là. Après, les D'accord. gens, ils font comme ils veulent. Ils peuvent faire leurs recherches et tout ça, mais je mets je leur dis de faire très attention parce que la plupart des sites sur Internet qui parlent de ça, ce sont des sites de désinformation. Il y a peut-être certaines vérités dedans, mais il y a des choses qui sont fausses. Donc c'est un vrai brouillard très épais. Donc je dis juste, voilà, je me suis intéressé à ce qui s'est passé le 11 septembre. Pourquoi? Parce que ça s'est passé au cœur de la finance. Et pour moi, il y avait une raison. Et cette raison, j'ai compris ensuite par la suite parce qu'en fait, j'ai fait d'autres connexions avec d'autres événements qui se sont passés. Donc, et la Vous pensez stratégie, que le 11 septembre en fait est motivé par cette loi qui est obscure, qui a disparu de toute manière de partout et qu'en fait qui aurait pu disparaître en fait même avec ou sans le 11 septembre finalement. Je veux en dire, pourquoi le fait, 11 septembre pour faire disparaître cette loi? non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je disais tout à l'heure qu'il y a une cabale financière très puissante qui contrôle le système monétaire au niveau global. D'accord? Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette cabale, elle peut pas faire non plus tout ce qu'elle veut parce qu'il y a des contre-forces qui sont en face. Ces contre-forces sont dans le milieu militaire, sont dans le milieu politique. Elles sont moindres, mais elles existent pour faire
contrebalancer ces forces machiavéliques de contrôle et qui contrôlent le système à leur propre profit. D'accord? Donc, ces forces de bien en tant que telles ont essayé à plusieurs reprises de changer le système monétaire et bancaire. D'accord? D'ailleurs, Euh, si de- je peux préciser, la gag order a été imposée à bien d'autres aspects, hein. Il n'y a Bien pas que sur, sûr, sur septembre. Là, c'est pour justement apporter quelques. Moi, j'ai fait une petite recherche rapide. Il se ouais, trouve que ça a été imposé sous Donald Trump. Enfin, ça a été imposé à Donald Trump, pardon, pour qu'il ne puisse pas parler de certaines lois. Ils ont bien sûr. utilisé la gag order. Et la source, c'est France Info. Donc, on peut pas dire que c'est du fake. Il y a surtout un Non, tas de mais, choses, hein, là, je vois, et dans l'histoire, hein. oui, Donc oui. c'est bien. Moi, je pense que là-dessus, effectivement, c'est très très fort probable. Bah, Mais ce qui est important, c'est de connecter les points, d'accord? Moi, je vous dis que j'ai commencé à partir du 11 septembre parce que ce qui est arrivé le 11 septembre m'a beaucoup choqué. Et, euh, et en fait, j'ai voulu aller au fond de l'histoire pour savoir. Et ensuite, j'ai remonté. Donc, dans mon livre, je parle pas que de la monnaie. Je parle de plein d'autres choses par rapport aux événements qui se passent. Je parle de l'agenda, ce qu'ils cherchent à faire. Vous avez vu qu'ils cherchent à détruire la dette d'agriculture. Ils cherchent à entasser les gens dans les villes. Il y a tout un programme à différents niveaux. Donc, moi, j'ai exploré toutes ces dimensions-là et j'en parle beaucoup dans mon livre. Donc, je fais les connexions. Donc, la colonne oui, vertébrale, c'est la monnaie. Mais après, je parle de tous les éléments qui sont connexes pour pouvoir assembler le pulse. Parce qu'il faut comprendre où ils veulent nous mener d'accord, et quelles sont les solutions pour en sortir, en fait. d'accord. Mais moi, je pense, enfin, moi, j'ai quand même étudié aussi beaucoup ces sujets-là, et je pense que on peut pas en fait avoir des raisonnements aussi simplistes parce qu'il y a des choses en fait, qui dépendent simplement de la nature humaine. Voilà, il faut, enfin, je veux dire, il y a pas des gens de bien et des gens de mal. Il y a aussi du mal et du bien en chacun de nous. Il y a une nature qui nous pousse à l'avidité, qui nous pousse à la trahison, qui nous pousse, voilà. Enfin, je veux dire, vous parlez de la religion et du spirituel. Bah, dans le spirituel, on dit aussi que les pulsions et les péchés existent en chacun de nous. Voilà. Donc il faut pas non plus, je pense, trop essentialiser les choses. Euh, il est important aussi de noter que, euh, en fait, ces choses dont vous parlez, elles se vérifient pas forcément factuellement par. Je veux dire, à un moment donné, lorsqu'on dit ça fait un siècle qu'il y a un projet de diminution de la population, bah, factuellement, non. Je veux dire, factuellement, depuis un siècle, la population mondiale a été multipliée par 5. Donc, depuis le moment où, en fait, ces banquiers auraient pris le pouvoir, la population a cru comme jamais elle n'a cru Oui, dans l'histoire de mais il y a l'humanité. une Donc, subtilité, c'est que, ok, la population elle a cru, mais tout a été fait pour réduire les naissances. mais L'avortement n'est pas sorti de nulle c'est, part. mais c'est pas. Avant, Oui, mais l'avortement, c'est relativement tardif dans l'histoire depuis que ces banquiers ont pris le pouvoir. Donc, je veux dire, il faut pas, on peut pas, je veux dire, là pareil, on peut pas essentialiser. Je veux dire, il y a des mouvements de fond aussi qui sont liés, je veux dire, à des aspects culturels en fait simplement. Je veux dire, quand vous êtes une famille et que vous vivez dans la pauvreté et vous avez besoin de faire beaucoup d'enfants parce qu'effectivement, en plus, vous faites beaucoup d'enfants, mais en fait, il y en a beaucoup qui meurent. Et c'est pour ça que pendant la majeure partie de l'humanité, les femmes faisaient beaucoup d'enfants, mais avec des taux de mortalité infantile qui étaient dantesques. Et à la fin, il y avait à peine de ces enfants qui parvenaient à l'âge adulte et être capables de se reproduire, et ce qui maintenait globalement le niveau de population mondiale. À peu près, on était autour de 500 000, et ça a évolué plus ou moins à la hausse, mais de manière très, très légère. oui, Et mais vous voulez quand en est venir, vous arrivé voulez en là, venir où? Vous voulez en venir où? je veux en venir que je n'essentialise pas, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont plus larges et plus grandes que simplement des idéologies de quelques banquiers. Il y a le capitalisme et il y a l'évolution de l'humanité qui dépasse tout le monde. Et Mais, en fait, vous remettez en c'est cause. Vous important. remettez, soyons en C'est clair, parce que moi non, mais j'aime c'est bien. important Ouais, mais je vais finir. Donc, c'est important qu'on ait aussi cette vision-là pour ne pas essentialiser, ce qui ne veut pas dire que il n'y a pas des gens qui commettent des actes qu'il faut condamner et qui sont condamnables.
et que ça ne veut pas dire qu'effectivement, aujourd'hui, la finance, et ça, on l'a largement documenté, nous, ici, dans le service public libre, la finance est certainement dominée par une mafia, oui, et que cette mafia a des enjeux de pouvoir et des enjeux même au-delà idéologiques et des enjeux, je dirais, messianistes, oui, très certainement. Mais il y a des choses qui la dépassent elle aussi. Voilà. Donc, il y a des évolutions de l'humanité et on ne peut pas forcément dire que c'est pas parce qu'il y a il y a une corrélation qu'il y a une causalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, pour donner moi je suis un peu scientifique, hein, pour donner une causalité, il faut apporter des preuves de cette causalité. Oui, Voilà. mais là, on parle de Moi, dépopulation, je vous ai. soyons clairs. Soyons Oui, clairs. On parle de dépopulation. Je vous vous ai parlez des dit, populations, ouais, mais la dépopulation. il y a un programme de dépopulation. Il est partout. On qui est le très voit bien argumenté. depuis un siècle. On le voit partout. Donc, faut pas dire qu'il n'y a pas de programme de dépopulation. Excusez-moi, hein. Non, depuis un siècle, il n'y a pas de programme de dépopulation. Je suis désolé, ça ne se vérifie pas dans les faits. Dans les Bah, faits, c'est parce que il y a vous une n'avez pas augmentation fait de la vos population. recherches. Vous n'avez Si, pas si, fait vos Ilyes, recherches. Ilyes, c'est c'est officiel, c'est vrai. officiel. Je t'invite à lire Depuis un le livre siècle? bien sûr, Non, je t'invite à mais, lire mais, tout ce qu'il y a autour des années 70 et du rapport Meadows non, et mais de les tout années ce qui a été 70, ça fait pas il y a un siècle, Wilson, je Oui, mais les années m'excuse. 70, c'est la concrétisation du début. Oui, mais, Parce donc, que bien avant, avec la création, tu sais, de tout ce qui a été des PMI en France, d'après-guerre et tout ça, ça résulte aussi d'une réflexion qu'il y avait déjà avant-guerre. En fait, c'est ce qui est mentionné dans tout. Tu prends le livre de Pierre-Antoine Plaquevent sur la dépopulation, il y a tout un aspect historique qui est développé et ce sont des sources officielles. Plus personne ne peut nier aujourd'hui un programme de dépopulation officialisé. Là, ça sort pas de notre invention, notre imagination, même du monde du complotisme. C'est tout à fait officiel et tu le trouves, et tout ça, tu le trouves même sur leur site internet. Tu vas sur les sites mondialisés, non, tu mais, sais, connexes à l'UNESCO, à l'ONU, etc., et tout ce que tu veux, et tout ce qu'il y a autour de la santé, autour de l'ONU, tout ça est bien officiel, bien chiffré et bien situé historiquement. Il n'y a plus de ouais, secret par rapport à ça. donc, situé historiquement, il faut le situer historiquement. Je ne le situe pas Ah il y ben a un siècle. c'est Donc, les réflexions d'avant-guerre, c'est les réflexions d'avant-guerre. maintenant, oui, mais ce sont des réflexions. Non, mais voilà, enfin, je veux Non, dire, Concrétisé mais après-guerre. on n'est pas Concrétisé sur, après-guerre. on n'est pas que sur des réflexions, on est sur il faut être pragmatique, il faut regarder ce qui se passe dans la vie, dans la Un réalité. Malthus chez les Anglais. Dans l'Empire britannique, sous mais oui, Malthus, hein, Mais Malthus, est-ce qu'il, Malthus, je veux dire, c'est des théories. C'est des théories. Est-ce que programme des Malthus populations avait un En Inde plan? où l'Inde était une colonie. Il Est-ce y que avait déjà Malthus des avait un descendants d'Inde. plan? Est-ce que Malthus avait un plan? Est-ce qu'il y a eu de tout temps des tentatives de maîtrise de la population, de la natalité, de la démographie dans les sociétés humaines? Mais bien évidemment. Mais ça date pas d'il y a un siècle, ça c'est de tout temps. Parce que la gestion de la ville, la gestion de la démographie, ça a été une problématique de l'humain, de l'humanité. Maintenant, qu'il y ait eu un plan il y a un siècle, non, je suis désolé, il y a Ouais, pas eu de plan. Par contre, que depuis les années 70, depuis l'ONU, etc., qu'il y a eu des programmes de gestion de la natalité et qu'il y a eu des programmes en Chine, par exemple, si on parle de la Chine, oui, effectivement, c'est à maîtrise de la démographie, mais ça, bien évidemment. Voilà, bien évidemment. non, mais il y a Mais, quelque chose qui vous échappe. Il y mais a quelque chose qui non, il n'y a vous pas quelque échappe. chose qui m'échappe. Je connais très bien ces thèses-là. Je Donc, suis pas d'accord ça- avec vous. Je oui, suis pas mais d'accord ça, avec vous vous. avez parfaitement d'accord. Et moi, je C'est suis le but pas du débat. d'accord avec vous. Et je m'expose là-dessus. Voilà, c'est tout. Je suis pas d'accord avec vous. Vous J'ai n'êtes pas même pas d'accord avec envie, moi. en fait, j'ai même pas envie de discuter sur le fait qu'il y a de remettre en question ça parce que ça saute tellement aux yeux. On le voit partout depuis très longtemps, Alors, donc ça se discute même pas. Je veux dire, c'est comme alors, si vous me dites que la Terre elle est plate, quoi. Franchement, c'est, c'est juste pas crédible. Moi, je suis Inès, si tu me alors, permets, parce qu'il faut recentrer absolument sur la question de l'or et des crypto-monnaies, parce que c'est là où ça doit être le cœur du débat et de la thèse, justement, de Ludovic Malot, si tu oui, me non, le mais permets. parce que j'ai Vas-y, entendu je t'en beaucoup prie. de choses de Je t'en la prie. part de Ludovic. Donc, moi, j'aimerais juste simplement revenir là-dessus. Euh, pour finir sur la question démographique, la question démographique est un enjeu politique de tout temps. Et il y a un plan mondialiste sur la question démographique, bien évidemment, et il est connu, il est documenté, mais dans son application, il est relativement récent. Deux, moi je suis pareil, je n'essentialise pas,
il y a une baisse de la démographie qui n'est pas due aux mondialistes, qui est due aussi au fait que, du fait de l'amélioration des conditions de vie, les gens ont envie de faire moins d'enfants. Et moi, je le dis parce que moi, je C'est plus vis nuancé aussi. déjà, c'est plus nuancé. Là, Mais c'est c'est plus ça. Et compréhensible déjà. moi, j'apporte de la nuance parce que on a un point de vue très occidental. Mais à un moment donné, lorsque vous allez dans les pays du Sud, d'accord, que vous allez vivre là-bas, je peux vous assurer que c'est un problème, la démographie. On parlait de l'Inde. C'est un problème majeur en Inde. Parce qu'en Inde, ce sont les enfants des rues qui sont par centaines de millions. Et donc, effectivement, lorsque les Indiens, ils acquièrent un niveau de vie leur permettant de dire, je préfère éduquer 2 enfants dans des bonnes conditions et qui puissent avoir accès à une bonne alimentation, à une bonne éducation, etc., les Indiens, ils baissent le nombre d'enfants par femme. Et pareil au Maghreb, et pareil partout, en fait, on voit l'amélioration des conditions de vie. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un plan, mais ce qui veut dire qu'il ne faut pas essentialiser et dire que si on a créé Monsanto, c'est parce qu'on voulait réduire la population. Si on a créé ceci, c'est parce qu'on voulait réduire la population. Non, pas forcément. Des fois, on Il y fait avait des plusieurs inventions objectifs. et on Il y a n'a plusieurs. pas, même on n'a pas, lorsqu'on fait des inventions, on n'a pas forcément les incidences que ça a derrière. Je veux dire, les gens, ils étaient très contents d'utiliser les produits Monsanto, hein. Et il n'y avait pas d'études qui existaient sur la nocivité de ces produits-là. Et c'est arrivé après, Parce d'accord? que vous voyez les événements de Normal manière que ça arrive. isolée. Mais non, Parce justement, que je ne les vois pas de manière isolée. non, mais il y a un sous-jacent, mais là, on est plus dans le domaine spirituel. Alors après, ça, c'est... Ouais, là, on est plus dans une dimension spirituelle et qui est importante et d'avoir à l'esprit pour comprendre qui sont ces gens-là, où ils cherchent à nous amener et quel est aussi notre rôle. Notre rôle ici, nous, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quelle est notre raison d'être et pourquoi on est là. Donc, c'est aussi des questions beaucoup plus Mais moi, je veux vous dire, initiatiques. si jamais on Mais est dans bon, la c'est un spiritualité, large débat, hein. mais moi, si on est dans la spiritualité, moi, je veux bien. Mais à ce moment-là, je veux dire, on parle même pas de la monnaie. Je veux dire, parce que la monnaie, enfin, je veux dire, c'est ce qui nous rapproche du matériel et ce qui nous détourne de la Non, mais spiritualité. Oui, on est donc, dans un environnement où il y a une dimension matérielle et il y a une dimension immatérielle. Et faut faire la connexion avec les deux. Mais là, pour parler de la monnaie, donc sur les enjeux, je pense qu'on peut peut-être avancer pour pas Oui. passer trop de temps là-dessus. Euh, Wilson, qu'est-ce que... Alors, on parlait, vous me parliez des cryptos aussi, hein. Oui. Alors, juste avant, Ilyes, je te propose d'aller voir, entre-temps, si toi, tu as le temps de ton côté, d'aller voir l'émission que nous avions fait avec Pierre-Antoine Plaquevent sur la dépopulation. ah oui, Il y non, a mais vraiment des j'ai choses regardé. intéressantes. Mais je Voilà. connais, je connais Moi, très bien moi, les travaux de Plaquevent, moi, hein. Mais on peut... je te parle, moi, sous l'aspect très historique, hein, pas moderne, très historique. C'est plus là-dessus que je voulais préciser. Bon, de toute façon, on en Ouais. reparlera. Mais merci en tout cas pour ta question. Et Ilyes donc participe aussi au débat sur la question de la monnaie, puisque là maintenant on parle des alternatives. Et la question que je vous posais tout à l'heure, Ludovic Malo, quand on parlait des CBDC avec cette monnaie numérique qui va nous être visiblement imposée, parce que c'est le cas de le dire, qui est déjà même en cours d'imposition. Donc maintenant, c'est quelles sont les alternatives, puisque la thèse centrale de votre livre, c'est de parler justement de l'or, et que finalement seul l'argent métal, donc l'or ou l'argent, mais principalement l'or là qui est fait mention dans votre livre. Est-ce que c'est ça finalement la solution pour sortir de tout ce carcan et de tout ce foutoir mondialiste? Ou bien, et là c'est la question que je poserai à Aliès tout à l'heure, y aurait-il d'autres alternatives hormis l'or, comme par exemple les crypto-monnaies qui font quand même une sacrée percée actuellement dans la finance dite alternative? Là, je vous laisse la parole, messieurs. Ludovic Malo, l'or, est-ce que c'est la solution miracle, finalement? Alors, déjà, moi, j'explique dans mon livre que la monnaie ne doit... Aujourd'hui, on a un cartel monétaire. Donc, c'est justement parce qu'on a un cartel qu'il y a une poignée de gens qui contrôlent le système à leur propre profit. Donc, il faut qu'on retourne à un système... Il faut abolir le cours légal. C'est la pierre angulaire pour pouvoir autoriser plusieurs monnaies différentes. Et ce sont les utilisateurs qui vont choisir la monnaie en qui ils ont le plus confiance. Ça peut être une ou plusieurs monnaies. Voilà, donc à la base, de toute façon, les forces du marché et les forces en présence vont faire que de toute façon, moi j'en suis convaincu qu'on va retourner
aux métaux précieux, or, argent et potentiellement cuivre. Je le mentionne aussi dans mon livre. Et ça permet de répondre à toutes les demandes et à tous les niveaux de revenus pour garantir la valeur et en étant une réserve de valeur. Et sachant que pour moi, l'argent métal doit être la monnaie de tout le monde pour les transactions de tous les jours, pour faire ses courses, etc. Donc, les gens doivent pouvoir payer en argent métal. Alors, on peut payer en argent métal de deux manières. Soit en ayant des pièces en argent, donc ça, c'est une possibilité. Ce serait une possibilité qu'il faut avoir à nouveau d'avoir de l'argent liquide. Il faut s'assurer qu'on puisse avoir de l'argent liquide parce que l'argent liquide, c'est la liberté. Si nous n'avons pas plus d'argent liquide, nous n'avons plus de liberté, nous sommes des esclaves. Donc, il faut absolument garantir l'argent liquide. Ça, c'est une chose. Donc, l'argent liquide, ça peut être du métal en tant que tel physique, hein, ou ça peut être une couverture métal, mais 100% adossé avec du papier. Donc, un papier, un certificat, un billet de banque, à la base, c'est un certificat de dépôt. Hein. C'est un certificat de dépôt de métal. Les gens l'ont oublié, ça. Mais non. Et aucun papier a émergé sur le marché de nulle part, parce que le papier, ça vaut rien. On est d'accord? Donc, au départ, les billets de banque, ça a toujours été des certificats de dépôt de métal précieux, d'accord? À l'époque de Venise, et des banquiers de Voilà. Venise. Et puis après, ils ont compris que les banquiers pouvaient imprimer plus de papier que de métal précieux qu'il y avait dans les coffres. Vous voyez, comprenez la manœuvre. Et c'est comme ça qu'on a basculé sur un système où ils ont ensuite développé de la fausse monnaie, parce que là, on parle de fausse monnaie. C'est pas autre chose, c'est de la fausse monnaie. Donc, la fausse monnaie est pénalisée et répréhensible par le droit pénal. Hein. Tout faux monnayeur est passible du droit pénal. Pourtant, c'est exactement ce qu'ils font. Ils créent de la fausse monnaie donc en développant des liquidités à partir de rien et par des jeux d'écriture. Donc, soit physiquement, on a du métal, soit on a un franc français avec des billets de banque, franc français complètement adossés à l'argent métallique, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent en réserve dans les coffres. Donc ça, ce serait une possibilité pour éviter d'avoir à circuler des pièces, mais plutôt des certificats, mais qui sont à 100% couverts avec des preuves de réserve et un contrôle très strict dessus. C'est la première option. Après, il y a l'argent numérique, il y a les cryptos. Alors maintenant, il y a plusieurs cryptos qui adossent les métaux précieux. Moi, j'en connais deux. Une société australienne qui s'appelle Kinesis et le projet révolutionnaire qui est le plus avancé du monde que je connaisse, qui sont en train de se lancer maintenant, qui s'appelle LODE, LODE.one, LODE.one. Et donc, or, argent, ils vont lancer le cuivre, 100% backé, preuve de réserve, smart contract, sur une blockchain décentralisée, multi-chaîne, multi-crypto, principalement sur Avalanche, mais ils vont être sur Ethereum, ils vont être sur d'autres chaînes. Donc ça, c'est une chose. Et il y a la troisième option, c'est potentiellement de prendre un peu de Bitcoin pour diversifier. Si vous avez un peu d'argent et vous voulez acheter un peu de Bitcoin, vous pouvez le faire. Le Bitcoin, moi, j'ai quelques doutes personnellement. J'en ai un petit peu. Hein. J'ai une fraction, moi, de Bitcoin parce que j'en ai pris un petit peu comme ça. Mais j'ai quand même des gros doutes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien derrière. C'est pas adossé à quelque actif que ce soit. C'est un algorithme, c'est un code. Ce code, il pourrait être craqué. Il est peut-être déjà craqué, d'accord? C'est avec un ordinateur quantique, on peut faire sauter le code du Bitcoin, c'est sûr. La question se pose même pas. C'est savoir quand ils vont pouvoir le faire. Donc ça, c'est un point. Après, d'où vient le Bitcoin? On ne sait pas d'où il vient. Pourtant, on sait qu'il y a une cabale financière qui contrôle le système. Comment ça se fait qu'elle a laissé autoriser le Bitcoin? Bitcoin s'est développé grâce à Binance avant tout. Binance, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont incorporés. Ils sont aux Maldives, ils sont je ne sais pas où. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas net derrière ça. Moi, on pense, et je discute avec passablement de personnes, on pense malgré tout qu'il y a la NSA derrière le Bitcoin. Alors, là, je laisse intervenir Ilyes parce que je pense qu'à mon avis, tu aurais bien des choses à dire. Mais c'est intéressant parce que là, je l'ai entendu Avalanche. Là, je pense que ça va faire réagir mes camarades du SPL. Et cette question de l'OD, alors là, je le découvre. Là, je suis estomaqué. Je ne savais pas, moi, aujourd'hui, qu'il y avait des crypto-monnaies adossées à du l'argent métal. métal. Ouais, Même si vous allez voir, je pense qu'au SPL, nous avons précédé par nos tentatives. Ilias, je t'en prie. Ouais. J'aimerais juste Oui. préciser juste un
petit point Oui, supplémentaire par oui. rapport à l'autre, par exemple, parce que j'ai beaucoup investigué le projet. C'est un projet qui a pris 5 ans pour se construire. Il y a des Français, des Américains, des Canadiens. Ils ont une entité qui est assise sur le Blockchain Act du Liechtenstein en Suisse. Et puis, ils ont une partie mining. Ils vont produire eux-mêmes leur métal en Amérique du Sud pour Oh, pouvoir créer leur propre free spot. Et donc, ils seront complètement d'accord. intégrés. Ils vont alimenter et tokeniser sur la blockchain. Le gros avantage, c'est que quelqu'un avec une carte Visa, pourra payer, faire ses courses avec ses économies en argent métal. Il y aura une conversion automatiquement de l'argent métal à la monnaie fiat. Alors, ça peut être des euros, ça peut être du franc suisse, ça peut être des dollars. Vous voyez? Donc, l'enjeu, c'est de se protéger de l'hyperinflation et de l'inflation qui est énorme, qui va se développer. Donc, mettre à l'abri son épargne, ses avoirs en argent, en or, et de pouvoir payer en argent métal auprès des commerçants. Donc, ils sont en train de développer ça. C'est assez incroyable. Ilyes, est-ce que tu es là? Allô, allô, Oui, allô? oui, Vas-y, je t'en prie. oui. Moi, je pense qu'il y a une problématique à faire la monnaie bimétallique ou plurimétallique. Euh, Déjà, dans l'histoire, la monnaie, en fait, a été créée à partir en fait de dettes. En fait, les premières monnaies ne sont pas des monnaies métalliques. En fait, c'est des tablettes sumériennes sur lesquelles en fait on note les dettes des uns et des autres. En fait, c'est par essence l'argent, la monnaie, c'est de la dette. En fait, c'est une reconnaissance de dette. C'est-à-dire que lorsque je travaille un mois, ok, et je veux acheter grâce à ce travail, je veux avoir les moyens de ma subsistance, je veux donc de la nourriture, je veux des habits, je veux un toit sur la tête, je veux une maison, je veux éventuellement des loisirs. Mais la personne euh, qui m'offre le travail, la personne pour qui je travaille, elle ne peut pas me fournir tous ces moyens. Donc, du coup, elle me fait une reconnaissance de dette, me dit, pour avoir travaillé un mois, je te dois tant, et c'est la monnaie qui donne la mesure de ce travail, et avec cette monnaie, avec cette reconnaissance de dette, je peux acheter auprès des autres agents de l'économie l'équivalent de ce mois travaillé en vêtements, en loyer, en services divers et variés, etc. Donc ça me permet en fait dans le temps de distribuer. Je n'ai pas besoin d'avoir une double disponibilité des besoins, c'est-à-dire que moi j'ai un besoin, celui qui m'emploie a un besoin, mais il ne peut pas me fournir les besoins que j'ai. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert la monnaie, c'est ça ce qu'est la monnaie originellement. Alors après, on a créé des pièces de monnaie, c'est-à-dire qu'on a permis, parce qu'il fallait se trimballer sinon avec ces tablettes, donc on a permis, du coup, on a dit, bah voilà, on va frapper, donc on a pris l'or et l'argent parce qu'effectivement, ce sont des métaux précieux qui ont du coup des propriétés, notamment au niveau de l'oxydation, etc. Et donc, on va dire presque entre guillemets éternels, qui bougent pas dans le temps. Et ça, c'est important parce qu'il faut que ça conserve sa valeur, la monnaie, parce que je veux pouvoir disposer de cette dette quand je le souhaite, ce qui me permet éventuellement de pouvoir épargner, etc., etc. Donc, c'est ça la monnaie. Et donc, aujourd'hui, si on devait utiliser tout l'argent et l'or disponible dans le monde pour maintenir, on va dire, les prix actuels, je pense que ça serait très très compliqué à l'échelle de la France et même à l'échelle mondiale. Et en fait, on verrait une concurrence entre les uns et les autres pour l'accaparement des métaux précieux. Et donc, en fait, ça causerait d'autres problèmes et ça n'en réglerait pas, je pense. Par contre, en fait, on pourrait repartir sur la monnaie dette, mais pas au sens monnaie dette d'une dette ex nihilo et qui est fabriquée par les banquiers, mais d'une dette réelle, de la dette en fait travail. Voilà. Donc une monnaie indexée sur le travail véritable, sur la richesse, c'est-à-dire lorsque je produis de la richesse, eh ben, je peux vendre cette richesse et je veux avoir de la monnaie correspondante à la richesse
réelle que j'ai produite pour ensuite utiliser cette monnaie par ailleurs pour acheter des biens et des services. Et donc, je pense que la blockchain pourrait répondre à ça, puisqu'en fait, la blockchain, c'est un livre de compte ouvert et accessible à tous. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès, nous, aux comptes de la banque centrale et des banques privées pour contrôler si tous ces comptes sont bien tenus. C'est ça le problème. Mais la blockchain pourrait nous permettre, au contraire, de pouvoir le voir. Alors, c'est de la transparence et ça créerait peut-être des problèmes parce que du coup, la transparence, tout le monde ne la veut pas. Je l'entends. Mais en même temps, c'est le seul moyen, en fait, qu'on a de pouvoir vérifier les comptes. Il faut qu'ils soient transparents aux yeux de tous. Et comme ça, il n'y aurait pas de problème. Alors, voilà. Donc, je pense que la blockchain, en fait, elle permettrait de revenir à cette essence de ce qu'est la monnaie en tant que monnaie dette. En fait, on referait des livres, des tablettes babyloniennes, mais à la disposition de tous, c'est-à-dire tout le monde pourrait vérifier qu'un tel doit un bœuf à un tel, qu'un tel doit des carottes à un tel, qu'un tel a travaillé et donc doit ou a travaillé pour un tel et qu'un tel lui doit l'équivalent d'un mois de salaire, donc d'un mois de travail, et que ça correspond à telle unité de mesure, à tant de bitcoin ou à tant d'une autre monnaie quelconque. Voilà, je ne sais pas si c'est le bitcoin qui deviendra forcément la monnaie blockchain, on va dire la plus démocratique. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une technologie qui pourrait davantage répondre aux besoins d'une monnaie véritablement démocratique, je dirais. Voilà. Ludovic, je vous en prie pour la réaction. Alors, bon, moi, je pense que il y a un risque d'être exposé sur la blockchain, sur des plateformes centralisées. C'est pour ça qu'il y a la technologie Web3 qui s'est développée sur des portefeuilles décentralisés. Donc, je conseille à toutes les personnes qui ont de la crypto-monnaie de mettre ça sur une plateforme décentralisée. Et je conseille aussi surtout d'acheter des cryptos qui sont indexés à des actifs réels ou des projets réels où il y a quelque chose derrière. Donc là, on parle des RWA, Real World Assets, et je vous parlais donc de ces quelques cryptos qui sont en train de se développer, qui vont, à mon avis, beaucoup se développer à l'avenir. Donc, il y a Kinesis et LODE, LODE.one, qui ont donc un portefeuille Web3 complètement décentralisé, multi-chaîne, multi-crypto. Et puis aussi, c'est important pour la confiance d'avoir la possibilité de se faire livrer le métal, que ce soit de l'or ou de l'argent, à tout moment. Donc, en fait, cette crypto va le proposer très prochainement. Donc, bon, moi, sur l'ensemble, je pense de toute façon qu'on doit en aucun cas avoir un système monétaire qui est cartélisé. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs monnaies qui sont en concurrence les unes entre les autres. Et ce sont les utilisateurs qui vont choisir, qui choisiront la monnaie en qui ils ont le plus confiance. Voilà. Ouais, bah moi, je suis Après, pour le Bitcoin, il faut être aussi raisonnable. Le Bitcoin, c'est bien, mais on ne peut pas s'acheter un café avec. Donc, c'est pour ça qu'il faut que... Moi, je vous dis ce que je pense du Bitcoin. Pour moi, il est possible que le code soit craqué par un ordinateur quantique à un moment ou un autre. Il est possible que le Bitcoin soit contrôlé par la NSA. On ne sait pas. J'ai pas de réponse catégorique. Ceci dit, le Bitcoin, c'est bien, mais c'est de plus en plus pour les grosses transactions. Donc maintenant, il y a des nouveaux cryptos qui sont en train de se développer, adossés aux métaux précieux. Tout le monde sait que les métaux précieux, c'est finalement, au bout du compte, la vraie monnaie qui existe. C'est dans la culture en Asie, c'est dans la culture au Moyen-Orient. De plus en plus de gens se rendent compte que, vous voyez, les prix de l'or, les prix de l'argent qui sont en train d'exploser. L'argent, il a pris 30% depuis le mois d'octobre. Non, pardon, l'argent, il a pris 40% et l'or a pris 30%. Alors, Donc voilà, et ça va exploser encore plus. ceci Donc dit, il se passe des Ludovic choses. Malo, Ilyes, notre camarade Ilyes, a posé une bonne question. Ça concerne, par contre, c'est vrai, moi je me suis toujours posé la question, pourtant je suis un partisan de l'argent bimétallique, mais la question qui se pose, c'est la question de la rareté des ressources. Parce que si rareté des ressources il y a, comment la concurrence entre les États, parce qu'il va falloir redéfinir les blocs géopolitiques, tout ça va dépendre de la situation mondiale, évidemment, des uns et des autres.
Alors, justement, c'est une très bonne question que vous avez posée et c'est une question qui est récurrente et justement, j'ai répondu à cette question. J'ai fait une série à la fin de mon livre, des différentes questions ou des objections, qui sont souvent faites par rapport à ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour retourner à un système, de monétaire, de métaux précieux, nous n'avons pas besoin d'avoir une quantité n'importe quelle quantité d'or, n'importe quelle quantité d'argent, suffirait pour basculer sur un système monétaire adossé aux métaux précieux. Parce qu'en fait, la quantité, c'est une fraction de la quantité disponible. Donc, ce serait comme une crypto, il y aurait des chiffres derrière la virgule. Donc, ce n'est qu'une fraction de la quantité disponible. Donc, c'est ce qui permettrait de garder, conserver le pouvoir d'achat. Donc, il y a quelque chose aussi qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que 95% de la monnaie qui est en circulation est de la fausse monnaie. Donc, c'est de la dette qui doit être liquidée en réalité. Donc, une fois qu'on sera débarrassé de la dette, qu'elle sera liquidée, parce que moi, je le dis, hein, officiellement, on a 3000 milliards de dettes en France, mais là, le vrai chiffre, moi, je l'estime à 8000 milliards. 8000 milliards, avec tout ce qui est hors bilan qui cache, ils font comme les Américains. Les Américains disent qu'ils ont 35 000 milliards de dettes, mais en fait, la vraie dette américaine, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est un économiste de Harvard qui a fait le calcul, la vraie dette américaine, elle est de 250 000 milliards de dollars. Donc, vous imaginez Oui, bien que c'est irremboursable. Pourquoi? Parce qu'il y a oui. plein d'artifices comptables, il y a beaucoup de choses qui sont hors bilan, tout ce qui est retraite et surtout au niveau militaire. Donc, c'est des budgets qui sont colossaux et c'est hors bilan. Donc, on est dans un système aujourd'hui, ben, la dette, elle est remboursable, je le dis, hein, clairement. Donc, elle va devoir être annulée d'une façon ou d'une autre. En plus, elle est frauduleuse parce que c'est de la dette qui a été créée à partir de nulle part par des jeux comptables des banques centrales et des banques commerciales, surtout à travers les réserves fractionnaires. Et Donc, des créanciers que nous ne connaissons pas, voilà. Donc, dont la loi permet leur furtivité, on va dire. C'est ça qui est voilà, extraordinaire. exactement, à travers un système pyramidal où ils se cachent derrière des intermédiaires, etc. Donc, dans mon livre, j'explique grossièrement qu'il y a deux, il y a deux sources de fausses monnaies. La première, c'est les banques commerciales à travers les réserves fractionnaires. Elles ont aucune réserve. Donc, toutes les banques françaises sont en faillite en réalité. Là, le système les maintient à flot, mais elles ont aucun capitaux propre. Ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième source de création de fausses monnaies, c'est à travers les banques centrales, donc la manipulation du taux d'intérêt et le taux directeur. Donc, par la manipulation des taux d'intérêt, ça a des conséquences immenses sur l'économie, sur le chômage, ça détruit le capital, donc ça détruit nos entreprises, ça détruit nos producteurs, ça décentralise, délocalise toute notre industrie. Donc, voilà, c'est une situation. En fait, le pire, la pire situation qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui manipulent les taux d'intérêt. C'est ce qui a détruit en fait tout notre système économique. Après, il y a aussi des choses à avoir dans l'équation, c'est qu'il y a tous ces accords qui ont été passés par des organisations supranationales qui ne sont pas élues, de gens qui ne sont pas élus. Je parle de l'Organisation mondiale du commerce. Je parle de tous les accords internationaux, le Fonds monétaire international, la BRI qui contrôle le système monétaire. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont un plan. Ce plan, il est très clair. Kalergi en parlait déjà il y a de nombreuses années. C'est une invasion migratoire. C'est pour ça qu'ils ouvrent toutes les vannes. L'immigration va submerger totalement l'Europe. C'est ce qui effectivement c'est en train de se passer. Et puis bon, voilà, donc vous avez compris qu'ils font diversion, ils allument plusieurs feux à plusieurs endroits, ils changent des législations et puis ils occupent les gens sur certains sujets. Ils ont beaucoup occupé les gens sur l'Ukraine, entre-temps ils sont en train de travailler sur d'autres législations. Bon, après, il y a eu les accords de Marrakech concernant la migration, donc ils veulent créer un chaos en Europe, chaos migratoire, en ouvrant toutes les vannes. C'est effectivement ce qui se passe aussi en France, parce qu'il y a énormément de gens de toujours plus de gens qui rentrent, que ce soit de l'asile, que ce soit des clandestins ou même des gens légaux. Donc, leur stratégie, c'est de créer le chaos pour pouvoir ensuite dérouler leur agenda Alors, annexe et notamment le transhumanisme. ju- Transhumanisme, ju- ce qui ju- justement, Ludovic Malo, permettez-moi de revenir justement sur la question encore des monnaies, parce que c'est vrai que tout ce que vous dites, effectivement,
C'est triste, c'est malheureux, mais c'est sous nos portes et je pense qu'on l'a tous constaté. Mais pour revenir sur la question des monnaies et notre débat, moi, c'est une question pour le coup que j'envoie à Ilyes et à vous, Ludovic Malo. Euh, de toute façon, que ce soit la crypto-monnaie ou l'argent métallique, à quel moment on peut mettre tout ça officiellement si on n'a pas repris le pouvoir? Donc, ma question, c'est comment mettre en place toutes ces alternatives si nous-mêmes, on n'a même pas le pouvoir? Ça, je pense que c'est quand même la question à se poser. Est-ce que c'est finalement des millions de citoyens qui vont s'emparer soit de la crypto-monnaie dans les alternatives, ou soit qui vont s'emparer effectivement de l'achat en or, en argent, en cuivre, ou même d'autres métaux semi-précieux, pour en faire des économies, sortir des banques, sortir de l'épargne, et en fait, finalement, avec des millions de citoyens faisant cela, le système s'effondre de lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je pense qu'il faut préparer ses arrières. On ne sait pas exactement ce qui va se profiler. Moi, je pense qu'on va avoir un conflit, majeur parce qu'ils font tout pour créer une troisième guerre mondiale. Donc ils vont faire en sorte qu'il y ait, un conflit. Moi, je pense au niveau, national, en France, ce qui est le plus important, c'est de faire sortir Macron de l'Élysée, donc qui termine pas son mandat. De le faire sortir d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a quelqu'un qui est, euh, qui est coupable des pires crimes. C'est un assassin, en fait. Il y a 40 000 personnes qui sont estimées mortes du Covid suite à son conseil de défense. Il a écarté les patients du médecin. Il a vendu des fleurons importants et de secret défense aux Américains. Donc, c'est passible de la haute trahison. Ensuite, il y a eu la suspension de ces gens qui ont travaillé dans les hôpitaux, qui ont été suspendus, qui n'ont pas été payés. Donc, il y a tout un ensemble. C'est quelqu'un aussi qui consomme de la cocaïne. C'est un cocaïnomane. Il y a aussi, effectivement, ils essayent de cacher l'affaire, mais Brigitte Macron n'est pas une femme, mais un homme. C'est Jean-Michel Trogneux. Donc il y a un sérieux problème en France et je pense qu'il faut adresser toutes ces questions. Moi, je pense que là, pour changer les choses, il n'y a rien à changer en Europe, parce que de toute façon, il faudrait en sortir. Les Français ont refusé d'entrer dans l'Union européenne, on les a poussés de force avec le traité de Maastricht, donc on l'a fait dans le dos du peuple. Donc pour moi, ce qu'il faut se concentrer aujourd'hui pour éviter le pire, franchement, c'est de sortir Macron de l'Élysée, il n'y a pas d'autre solution. Mais sur la question de la monnaie, Ludovic Malo, hormis Monsieur Macron, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut non seulement le sortir, mais le juger pour ses actes. Mais Ouais. sur la question de la monnaie, est-ce que là, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, en tant que citoyen, est-ce que vous appelez les gens à massivement investir dans l'or et l'argent et évidemment les métaux semi-précieux comme le cuivre ou autres, en sortant nos épargnes, en sortant nos actifs et à investir effectivement dans ces monnaies métal? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens et à nos Alors, auditeurs qui nous écoutent? oui, alors effectivement, moi, après, ça dépend du revenu de chacun. Si on n'a pas beaucoup de revenus, ben, on peut prendre des cryptos. Sur les cryptos, je conseille les RWA, donc LOD ou Kinesis, particulièrement LOD parce que je connais bien le modèle qui est en train de se développer. Il va prendre beaucoup d'ampleur. Ça vous permet d'avoir un petit peu d'or, un peu d'argent métal. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez acheter de l'or au milligramme et de l'argent au gramme. Donc, c'est abordable à tout le monde. N'importe qui peut en acheter. Alors que si vous allez à Paris, dans rue Vivienne pour acheter de l'or, il faudra acheter peut-être une once d'or ou 1 kilo. Bref. Donc le gros avantage des cryptos complètement adossés aux métaux précieux, c'est que vous pouvez acheter au milligramme pour l'or et au gramme pour l'argent. Donc ça, c'est vrai pour l'OD et c'est vrai aussi pour Kinesis. L'autre gros avantage, c'est que aussi vous avez la possibilité de vous faire livrer avec l'OD à tout moment avec des plafonds très bas. Donc ça, c'est une chose à faire. Ceux qui ont plus d'argent, de tout sortir livret A, assurance vieillesse, tout sortir. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ne le feront pas parce qu'ils ne réalisent pas l'ampleur du tsunami qui va arriver. Mais ils ne le feront pas, donc ils vont perdre. En revanche, il y a des gens qui sont assez smart, qui vont comprendre ce qui se passe. L'histoire se répète à chaque fois, hein, c'est toujours la même chose. Au début des années 30, personne pensait qu'il allait avoir un jeudi noir et que tout allait s'effondrer. Et là, on est dans la même situation. Il y a des gens qui dorment, ah ben non, ça va pas se passer. Ben si, ça va se passer parce que c'est logique, c'est mathématique. Le système
a en lui-même les germes de sa propre destruction. Et là, on est on a tous les signes, on a toutes les indications, la vélocité de la monnaie qui s'est totalement effondrée. Je vous enverrai un schéma, peut-être vous pourrez l'insérer. Donc ça, c'est la première chose, acheter de l'immobilier. Donc il y a deux axes, soit acheter des métaux précieux en physique pour ceux qui peuvent, ils peuvent l'acheter en France, ils peuvent acheter aussi de l'or et de l'argent métal en Suisse. C'est tout à fait possible. Et après, il y a les cryptos, donc acheter aussi des cryptos, mais je conseille des cryptos adossés sur des actifs réels. Je dis pas que le Bitcoin n'est pas bon, mais il y a quand même un risque parce que derrière le Bitcoin, bah, malgré tout, il y a rien. C'est pas couvert par un actif réel, qu'on le veuille ou non, même s'il y a du minage qui coûte de l'argent, etc. Mais bon, il n'y a pas d'actif réel. Le code, il est vulnérable. Peut-être qu'un ordinateur quantique pourra faire sauter le code. Peut-être que la NSA derrière, peut-être qu'il prépare un sale coup, on n'en sait rien. Tout ce qui est sûr, c'est que on est sûr d'avoir, c'est potentiellement du métal, parce que le métal, si vous l'avez chez vous, voilà. Puis après, vous pouvez l'avoir aussi en crypto. Avoir en crypto, c'est bien diversifié. Sinon, acheter de l'immobilier, plutôt pas cher, plutôt à la campagne, parce que l'enjeu, c'est d'être autonome au niveau alimentaire, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'avenir. On risque d'avoir des périodes assez perturbées. Et donc voilà, je pense qu'ils sont en train de préparer un conflit. Ce conflit, malgré tout, était un peu inscrit dans des prophéties, parce que je m'intéresse à l'initiative, comme vous avez compris. Et ces prophéties indiquent qu'il y aura un conflit majeur qui va arriver. Alors, ça va pas durer éternellement. Je pense qu'on va avoir quelques années difficiles, mais après, on va repartir sur des bases saines. Mais malheureusement, on est arrivé à un degré de corruption et de prise de pouvoir qui est tellement énorme que, à mon avis, il va falloir qu'on subisse de point fait une vraie crise politique et qu'on reparte sur des nouvelles bases. C'est inscrit effectivement dans la quasi-majorité des écrits religieux dans le monde, hein, cette phase un peu apocalyptique, malheureusement. Ilyes, tu veux rebondir? Peut-être des conseils à donner à nos auditeurs, pour le coup, côté crypto-monnaie? Oui, alors, moi j'ai envie de dire, bon, si vous voulez acheter de l'or, achetez de l'or véritable, achetez pas de l'or papier, voilà. Je n'ai pas parlé de ETF, mais c'est vrai que la plupart, tous les ETF sur l'or, les papiers qui sont vendus par les banques, c'est de l'escroquerie, hein. Ça, une pyramide de Ponzi. Donc ça, Oui, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est vrai, hein. Faites attention, n'achetez pas du papier or, ça vaut rien, il n'y a rien derrière. il est Il censé y parlait, avoir, il mais parlait de l'ode et kinésis, Ilyes. C'était l'ode et kinésis parce que pour le alors, coup, ça rejoint un peu la crypto-monnaie, quand même, tout ça. bah, c'est la crypto-monnaie, oui, bien sûr, mais ça reste c'est l'équivalent de l'or papier. Donc, Non, non, pas l'équivalent d'or papier. Pourquoi? Parce que ils ont des coffres niveau 5 dans différents endroits sur la planète. Il y a des smart contracts. LOD, ils sont sur le Blockchain Act du Liechtenstein, donc c'est hyper sévère. C'est à 100% couvert et smart contract, preuve de réserve en temps réel. Donc non, non, on n'est pas sur du papier or, on n'est pas sur, c'est 100% couvert et c'est aussi livrable. C'est-à-dire que toute personne qui a des jetons de crypto, LOD, AUX ou AGX, AUX c'est l'or, AGX c'est l'argent, pourra se faire livrer chez elle. alors, C'est moi, je dirais important. que ici au SPL, on va s'abstenir de faire peut-être des conseils en investissement. Peut-être si les gens veulent se renseigner, qu'ils se renseignent. Moi, en tout cas, je connaissais pas ce projet. Je vais regarder pour ma gouverne, mais je pense qu'il vaut mieux pas conseiller aux gens. Moi, pareil, je conseillerais pas, et pourtant, voilà, j'ai des portefeuilles, mais je vais pas conseiller en particulier euh, une chose, voilà, à investir, parce que voilà, on n'est pas là pour faire du conseil en investissement. Après, Oui, c'était pas moi ça je la question. dirais, C'était une voilà, idée générale. mais Voilà. moi je dirais que si les gens veulent acquérir de l'or et de l'argent, faites-le en vrai. Maintenant, informez-vous effectivement sur les crypto-monnaies. Il y a des protocoles effectivement intéressants. Donc les RWA, c'est ce qu'on appelle les Real World Assets, c'est-à-dire que on veut justement, comme LOD le propose, permettre une collatéralisation
sur la blockchain en fait, d'actifs tangibles. Voilà. Mais il y a toujours, je veux dire, même si c'est backé par des smart contracts, il y a toujours en fait de l'humain derrière. Voilà. Je veux dire, moi, je peux très bien dire, OK, c'est backé par des smart contracts, mais comment je fais le transfert du réel à la blockchain? Et là, il y a effectivement toujours une validation humaine. Et donc, il y a forcément un risque d'erreur. Et donc, il y a forcément aussi une confiance à avoir. Donc, simplement pour remettre les choses dans l'ordre. Voilà. Il y a toujours de l'humain derrière, il y a toujours de la confiance. Et j'ai envie de dire, faites votre choix en âme et conscience. Moi, ce que j'invite aux gens à faire, c'est informez-vous, comme toujours, et soyez ouverts d'esprit. Mais la vraie ouverture d'esprit, c'est être capable aussi, je veux dire, de contrarier ce à quoi on croit, ce à quoi on pense. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont anti-crypto, féroces et convaincus. J'ai envie de vous dire, essayez de bousculer vos a priori pour voir s'il n'y a pas comment on appelle ça, des, des opportunités. Je pense qu'il y en a dans le monde de demain, quel qu'il soit. Et à un moment donné, il faut vivre aussi avec son monde. Voilà. En tout cas, moi, c'est ça ce que j'aurais à dire. Voilà. Donc, renseignez-vous. Et Ouais, juste dans la lignée Merci. de ce que vous dites, effectivement, on ne peut pas ignorer ce qui se passe sur la blockchain. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une tokenisation des actifs qui va vraiment beaucoup se développer à l'avenir. Et donc, pour les gens qui, par exemple, un hôtel qui souhaite, vous êtes hôtelier, vous avez un hôtel de 50 chambres, vous voulez tokeniser votre hôtel, donc en fait, la tokenisation des actifs va désintermédier totalement les banques. Donc, pour moi, l'avenir des banques est sérieusement hypothéqué, où en fait, la blockchain va permettre de couper tous les intermédiaires et surtout de couper tous les frais. Tous les frais, parce que les frais de transaction sur la blockchain sont très réduits par rapport au système classique SWIFT des banques commerciales. Intéressant, ça, ce point de vue-là. Ilyes, une réponse à cela? Après, je donnerai aussi, moi, une... non, Allez. non. Et puis, je dirais, moi personnellement, donc c'est dans ma vision, je dirais monétaire telle que je l'ai présentée tout à l'heure. Je veux dire, à la fin des fins, ce qui compte, c'est non pas le système et non pas les actifs, mais toujours la véritable richesse. La véritable richesse, on peut dire que ce sont des biens matériels, oui, mais c'est surtout les connaissances. Voilà. Donc, le savoir, les connaissances, les capacités que vous avez de produire, de vous rendre utile dans la société, de vous rendre utile à votre Tout à famille, fait, ça sera tout à toujours fait. ça qui vaudra quelque chose, quel que soit le monde de demain. Donc, si vous voulez investir, investissez dans le savoir, voilà. Investissez dans la connaissance. Mm. Tout à fait. L'économie de la connaissance, ce sera un sacré sujet à développer ici au SPL, l'économie de la connaissance. On essaiera d'en parler. On va venir aussi sur ce que dit Jérém H dans le chat. L'avenir ne sera pas numérique, ça sera la famine, planter des graines locales. Mais oui, si vous êtes chef de famille, vous élevez des enfants, vous ne savez même pas leur inculquer à savoir semer ou s'occuper d'un potager, c'est que vous avez loupé un épisode, visiblement, de l'avenir de demain. Voilà, il y a des petites choses simples comme ça à remettre en perspective. J'ajouterais aussi qu'au-delà des cryptos ou bien de l'argent bimétal, il y a aussi la question de ceux qui pensent comme Francis Cousin qu'il faut totalement même supprimer la monnaie et on aura la paix dans le monde. C'est aussi un autre sujet qu'on aimerait ici effectivement parler au SPL, pourquoi pas, si Francis Cousin nous entend. Je sais qu'il y a pas mal de cousinistes qui nous suivent, donc ça serait bien qu'on en parle. Parce que ça peut être une alternative, hein, moi je le dis, hein, je suis pas forcément pour ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ouais, Voilà. ça a quand même des relents un petit peu communistes. Il y a juste une chose que j'aimerais préciser aussi, parce qu'il y a une mécompréhension par rapport à ça, c'est que nous ne sommes pas dans un système libéral, mais dans un système capitaliste, monopolistique, de connivence depuis 70 ans. Donc la plupart des gens pensent qu'on est dans un système libéral, pas du tout. On est dans un système qui utilise une cabale qui utilise le système communiste
pour pouvoir développer et déployer son agenda. De plus en plus de législation liberticide en France et ailleurs. Donc on est dans un système, on s'approche très très gravement d'un système collectiviste et communiste. C'est la stratégie qu'ils ont utilisée, c'est cette cabale financière, cette mafia financière, elle utilise l'idéologie communiste pour faire avancer son agenda. Alors, qui n'est pas du marxisme, c'est encore autre chose. Et même, je pense que Francis Cousin développe autre chose que ce que vous appelez là communisme, enfin, dans ce sens-là. Mais c'est encore un autre débat. Voilà, nous, on va en finir ici, puisqu'on arrive au terme de l'émission. Chers amis, j'espère que vous nous avez bien suivis et que vous avez aussi suivi les conseils, évidemment, hein. Donc, je le répète, et Redouane, si tu peux le mettre aussi également. Voilà, donc n'hésitez pas à commander, d'acheter le livre Le Suicide monétaire, donc le livre de Ludovic Malot, La seule monnaie véritable et honnête est l'or physique, s'émanciper de l'euro pour conjurer la tyrannie, préfacé par le professeur Marc Henry et Liliane El-Kawam, l'excellente Liliane El-Kawam, qui fait de très très bons articles, je la recommande. Voilà, donc aux éditions Maya. Voilà pour notre livre du jour, Le Suicide monétaire. Il est disponible partout sur toutes les plateformes, mais les spectateurs peuvent aussi se le procurer sur le site de l'éditeur. Les frais de port sont offerts. Très bien, voilà. Alors le petit mot de la fin, écoutez, moi très très heureux d'avoir fait cette émission. Merci en tout cas à tous les auditeurs qui nous ont suivis, malgré l'horaire inhabituel, je le rappelle, parce que toutes nos émissions sont plutôt en soirée, voire même de nuit, hein, comme vous le savez. Là, il y a un futur café de nuit qui arrive, on en reparlera. Vous étiez 120 au grand maximum aujourd'hui, c'est pas mal pour une matinée. Habituellement, on est à 400 personnes qui nous suivent en soirée. Là, on était à 120, mais c'est pas mal pour un horaire où tout le monde mange, tout le monde va se restaurer, où tout le monde se lève, hein, pour ceux qui bossent de nuit. Donc, merci à vous. En tout cas, c'était un grand plaisir, Ludovic Malot, et on espère vous revoir très bientôt, hein, puisque cette émission Chronique Hebdo et même le service public libre, voilà, on demande toujours à nos invités de revenir quand ils veulent et même développer des émissions. On le rappelle, je vais le rappeler, le principe du service public libre. Venez proposer vous-même vos propres chroniques, vos envies. Vous avez des idées d'émissions, vous venez la développer ici. Vous serez animateur chez nous, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est ça le principe du service public libre. Emparez-vous de cet outil de véritable démocratie citoyenne, entre guillemets. Hein. Citoyenne, j'aime pas trop ce terme, mais bon, on l'utilise pour la forme. Et donc voilà, n'hésitez pas. Et un grand merci à vous, Ludovic Malot. Redouane, peut-être un petit mot de la fin, et Elias, évidemment. Oui, juste merci. Je vous remercie pour cette interview. J'ai trouvé très enrichissant et j'espère vous avoir donné quelques pistes. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez large. Il y a beaucoup de choses dans l'équation, mais c'est un vrai plaisir de partager des idées avec vous ce matin. Plaisir partagé. Et puis un petit peu de contradiction aussi. Crée un petit peu d'émulsion et permet de faire avancer le débat, même si des fois c'est pas toujours agréable d'avoir de la contradiction, mais je pense que c'était bien. Alors tu parlais du café de nuit pour les émissions à venir. J'annonce aussi qu'il va y avoir un minuit moins une dimanche pour revenir sur les évolutions des différents conflits. Et donc ce sera Elias qui sera à la manœuvre. Je pense qu'il sera accompagné d'Ismaël, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc minuit moins une dimanche prochain, donc dimanche qui arrive là, et je pense que ça sera autour de 20h30. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Malot, de nous avoir accompagnés ce matin. Et puis on espère pouvoir rediscuter avec vous prochainement, éventuellement d'un prochain ouvrage ou des évolutions en cours de route en ce qui concerne les législations monétaires. On verra. Moi, j'ai appris des choses en tout cas aujourd'hui. Je ne connaissais pas le Nezara et je ne connaissais pas les deux supports crypto-monnaies adossés à l'argent métallique. Je vais essayer de m'y intéresser de plus près. Wilson, tu n'es pas attentif parce qu'on t'en a parlé. Je sais, mais je vous parle de l'extérieur. Là, je ne parle pas de nous, de ce qu'on a déjà discuté entre nous. Non, je ne connaissais pas. Je t'assure que non, je ne connaissais pas. Non, mais ça existe. En fait, c'est même des projets qui existent. Enfin, il y en a plein. En vérité, il y en a plein. Après, peut-être pas aussi sérieux que. Oui, j'ai entendu parler déjà de tout ce que vous m'aviez dit, et puis surtout ce qu'on a quand même fondé au début. Enfin,
Voilà, les Ouais, gens ouais, sont tous au courant. Mais là, c'était vraiment pour parler de ce que disait Ludovic ouais, Malo. Je ne ouais, connaissais c'est pas. excellent. Alors, le Nezara, moi, pour le coup, là, je vais mettre mon nez dedans parce que moi, pour moi, franchement, je donne de la crédibilité à ce que dit Ludovic Malo à 100%, puisque le gag order, mais j'en reviendrai, a été utilisé, mais en fait, je me rends compte, là, des dizaines et des centaines de fois sur plein d'autres lois, et notamment sur la question PAN, tu vois, parce que, Ouais, bon, c'est ouais, encore ouais. un autre sujet, mais là, voilà, D'ailleurs, j'espère qu'on refera une Explora prochainement aussi. bien sûr, mais c'est une évidence, ça me paraît évident. Ça marche. Ilyes? Elias, Elias est déconnecté D'accord, parce d'accord. qu'il a un petit Ça y est, je suis empêchement là. familial, mais... Ah si, c'est bon. Je voulais juste dire Oui. un dernier mot à l'audience qui nous regarde. On est acculé de nouvelles négatives en permanence par les médias de masse. Moi, le message que j'aimerais donner, c'est de garder confiance parce qu'on est dans une période qui a été anticipée déjà depuis très longtemps dans beaucoup de religions. Donc, c'est une période de changement, mais aussi une période d'énormes opportunités, des opportunités de changement, de redéfinition, notamment au niveau de la technologie, des technologies qui sont cachées par cette cabale qui cherche à nous maintenir dans un périmètre technologique. Donc il y a plein de choses qui vont se développer suite à des moments un peu mouvementés, mais c'est un mal pour un bien. Voilà ce que je veux garder. Donc garder confiance à tout moment et de prendre certaines dispositions, parce que c'est vrai que ces prochaines années vont être un petit peu compliquées. Donc je pense que je vous ai donné quelques éléments, quelques clés pour prendre vos dispositions et de passer au mieux cette période qui va permettre de pouvoir mettre les fondations d'une nouvelle société. Je pense que la France a un rôle à jouer parce que c'est un peu la dépositaire du sacré dans le monde. C'est un point de vue Très bien, qui merci. s'entend. Qui s'entend. Merci Ludovic Malo. Merci Elias, beaucoup. Oui. ton dernier mot? C'était vraiment pour un mot de conclusion, et puis après on lance le générique, et puis on se retrouve en Ouais, off. bah non, mais je sais pas, tu as parlé de Menu moins une là Oui, qu'on tout va à faire. fait. Ouais, ouais, j'ai fait la petite Effectivement. annonce. J'ai précisé 20h30, mais bon, l'horaire reste à définir encore. Ouais. Exact. Mais voilà, 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 donc j'annonce ça. on va parler d'actualité riche et dense niveau géopolitique. Ça faisait longtemps. On va avoir pas mal de choses à dire, mais voilà. Donc rendez-vous dimanche pour ceux qui veulent. Et puis sinon, non. On Mais avait... écoutez, moi aussi j'ai appris quelque chose sur le Nésam. Je vais creuser et voilà. Je vous enverrai le PDF du Great Taking de David Rogers Webb en français qui explique le sous-jacent juridique du Great Reset. Comme ça, l'audience pourra comprendre un petit peu les enjeux. Est-ce qu'ils vont réussir leur plan? On n'en sait rien, mais tout l'arsenal juridique est déjà en place. Donc, c'est intéressant pour comprendre comment ils vont dégainer, en fait. Mhm. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, Ok. moi, j'ai un dernier mot et après on se quitte cette fois-ci. J'ai une pensée très forte et tous nos prières vont à Christophe Chalençon qui est malheureusement qui se bat contre la maladie, il a une maladie grave. Et moi j'aimerais que nos auditeurs aient une pensée pour Christophe Chalençon qui est connu dans le milieu de l'activisme gilet jaune et dissidence. Ayez une pensée pour lui et vos prières puisque il traverse un moment très 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 difficile. Voilà, je voulais pas qu'on l'oublie. Et on va terminer sur ça. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Rendez-vous à dimanche avec notre ami Ilyes, donc justement pour ce mini-1. Une autre émission est à venir avec Adnan Azam pour parler aussi de ce qui se passe actuellement avec l'Iran. Mais c'est en préparation, j'en parlerai avec les camarades. Mais voilà, rendez-vous donc dimanche pour le mini-1. C'est important, un peu de géopolitique. Ça fait du bien de remettre ça en perspective. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt, les amis. Tu peux y aller, Redouane, pour le générique.